Qu'est-ce qui a stupéfait tout le monde quand on a vu voler les turbines Turbotech? C'est le silence. Les gens viennent nous voir pour nous dire mais comment vous faites voler 3 ou 4 heures un avion électrique? C'est qu'il n'est pas électrique, c'est que c'est une turbine à échangeur. Eh bien bonjour l'équipe Jumpseat, bonjour depuis Paris. Aujourd'hui c'est Jumpseat qui monte à la capitale et pour une émission que je vais avoir le plaisir d'animer avec Antoine. Antoine que vous retrouvez le jeudi soir d'habitude. Dans Grande Frequency d'habitude, Voilà. de jeudi par mois à 20h et donc aujourd'hui dans le même site avec Gilles. Voilà. D'être là. Alors aujourd'hui nous avons deux invités sur notre plateau. Charles Aguettant, qui est le président de l'EBA France. L'EBA France, c'est l'aviation d'affaires française. Et puis Damien Fauvet, qui est le cofondateur et le président de Turbotech, qui est une société qui développe une turbine, pour l'instant, pour l'aviation légère. Alors, s'ils sont là tous les deux, c'est parce qu'ils ont tous les deux une actualité. Alors, il y en a un qui a une actualité dont il serait passé, c'est Charles Aguettant, vous allez voir pourquoi. Et l'autre, qui au contraire applaudit dès demain, c'est bien sûr Damien Fauvet. Alors, on va commencer avec toi, Charles. Pas de chance. Tu es dans l'aviation d'affaires, dans le collimateur du Premier ministre avec son projet de loi de finances 2025. Alors, ce qui pourrait te rassurer, c'est que tu n'es pas tout seul dans le collimateur, on y est tous. Oui, voilà. Bon, on aurait effectivement préféré ne pas être là, hein, c'est clair. Enfin, en tout cas, traiter d'autres sujets. Merci de nous recevoir dans ce joli lieu, l'Aéroclub de France, plus que centenaire, donc c'est l'aviation. J'aime dire souvent que... on est quand même une très belle industrie, la première au monde, et on a quand même le chic en France de se tirer une balle dans le pied gauche, puis dans le pied droit. Enfin voilà, bon, écoute, c'est comme ça, il faut s'y faire. On est un petit peu dans le viseur. L'aérien, hein, en règle générale, est un secteur qu'on aime bien taxer. Il y a beaucoup de taxes dans l'aérien. Et effectivement, le projet de loi de finances 2025 prévoit de collecter 1 milliard supplémentaire sur l'aérien. 850 millions sur la partie ligne régulière, sur le régulier, et 150 millions sur la partie aviation d'affaires, voilà, qui est déjà taxée, les deux étant déjà taxés, mais il faut augmenter le prélèvement à hauteur de 1 milliard, ça fait quand même beaucoup. Alors oui, et on sait que plus on charge, et moins l'avion décolle facilement. C'est un peu ça, oui, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise aujourd'hui commencent à trouver un peu la charge élevée, on est un peu au-dessus de la masse maximum autorisée au décollage. Il va falloir faire quelque chose, je crois. Parce que très précisément, donc tu dis 150 millions de charges en plus. Elles viennent d'où? Comment c'est justifié ça? C'est pas justifié. Alors on a essayé de comprendre parce qu'on n'est pas des grands habitués des amendements, des PLF et tout ça. C'est un peu des termes nouveaux pour nous. Comme c'est pas dans la loi et que c'est sous forme d'amendement, il n'y a pas obligation de faire, je dirais, une étude d'impact. Donc ça, c'est ce qui nous pèse beaucoup. On n'a pas su comment, en fait, ils sont arrivés à ces montants et à ce découpage, puisque, en fait, pour essayer d'être assez court, cette taxe, aujourd'hui, elle était payée par l'aviation d'affaires sur le régime du régulier, en fonction des catégories, des classes et autres, des distances. Donc ça veut dire que vous étiez déjà taxé? L'ensemble des vols commerciaux d'aviation d'affaires au départ de tout terrain de France, au départ, est taxé, tant pour le pavillon français que pour le pavillon étranger. D'accord. Ça, c'est le grand Donc principe. ça veut dire les avions immatriculés en dehors de la France, c'est-à-dire qui appartiennent à des compagnies étrangères, sont taxés comme les avions français. Tout à fait, tout vol commercial est taxé. La seule petite subtilité dans cette nouvelle, je dirais, dans cet amendement, c'est qu'en fait, il a été introduit une spécification, une classe spécifique pour l'aviation d'affaires, parce que on dit souvent que les gens qui utilisent l'aviation d'affaires, ce sont des riches, donc on va peut-être en parler. Bah oui, on est là pour ça. Ouais. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils ont voulu donc faire une classification particulière. Il faut savoir que la taxe, elle était en gros entre un peu plus de 2 euros et un peu plus de 63 euros par passager, en fonction donc de la distance et de la classe. Et que donc il l'augmente à peu près x2, on va dire, pour les réguliers. Et pour nous, ils ont créé une catégorie. Et par passager, ça irait de 300 à 3000 euros le passager. Au lieu de 2 euros. Au lieu de 2 à 63. Donc déjà, on a essayé. Moi, je prends souvent le cas de la baguette qui passerait de 2 euros à, je sais pas, 300, 3000. Je sais pas, je vois pas bien si on mangerait encore de la baguette. Qui pourrait manger encore de la baguette? Alors voilà. Alors justement, est-ce qu'avec une taxe de 300 euros comme ça, du moins qui passe de
ou de 2 à 300 €, est-ce que ça va devenir viable encore de gérer une entreprise? Alors, et ce qui serait intéressant, c'est que elle s'applique comment, cette taxe de 300 €? À qui elle s'applique et selon quelle modalité? Elle est déclarative. C'est d'ailleurs un sujet de préoccupation, puisque comme elle est déclarative, si tu la déclares, tu la payes, si tu la déclares pas, tu la payes pas. Nous, on aime bien le level playing field, hein, donc on aime bien que tout le monde paye les choses. A priori, on a déjà ce sujet sur la TVA en France, intra-France, sur les vols intra-France de 10%, où tout le monde devrait la payer, mais évidemment, les compagnies françaises, elles payent, parce que de toute façon, on est connu, on est dans le collimateur. Mmh. Et les compagnies étrangères, elles la payent beaucoup moins, on va dire. Et puis, beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut déclarer cette taxe. Donc, c'est compliqué. Il y a à peu près un peu plus de 60 000 vols, 60 000 départs par an qui se font en aviation d'affaires, si tu veux. Pas oublier que l'aviation d'affaires représente à peu près 10% des vols d'aviation. Hein. Par rapport au régulier, on ne pèse que 10%. Donc cette taxe, elle est déclarative et c'est compliqué pour l'administration d'aller la collecter quand elle n'a pas été déclarée, puisque il faut aller chercher aux quatre coins du monde une taxe, parfois pour pas grand-chose, c'est infaisable. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui échappent à la taxe? Alors nous, oui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs au gouvernement, et c'est ce qu'on leur a expliqué dans les divers des réunions. D'ailleurs, je remercie, ils nous ont beaucoup reçus, que ce soit au transport, que ce soit à Matignon, que ce soit à Bercy, on était reçus encore hier. Par rapport aux 60 000 vols, le pavillon français en fait une dizaine de pourcents, donc on va dire 6 000 vols. Donc on leur a expliqué que nous, on savait que les compagnies françaises la payaient, tous, et on savait aussi que beaucoup de compagnies étrangères ne la payaient pas. Et donc effectivement, je pense que les services de l'État, la DGAC, s'est rendu compte de ça. Alors même si peut-être que le pavillon étranger paye à peu près autant que le pavillon français, ou un peu plus, cela étant, ils font 9 fois plus que nous, donc ils devraient payer 9 fois plus. Ce qui serait bien, c'est que le rendement d'une taxe, pour qu'elle fonctionne, c'est que tout le monde paye cette taxe quand même. C'est un petit peu, au moins 90%, on va dire. Mais là, je crois qu'on est assez loin de ces taux-là. Donc c'est une de nos vraies préoccupations aujourd'hui, d'avoir quand même une collecte équitable, tout simplement. Ça, c'est une première préoccupation. Après, il y a beaucoup de sujets. Il y a le sujet de, quand on fait une taxe si prohibitive, à la fin, en fait, on tue le produit. Donc là, il y a clairement une volonté de tuer l'aviation d'affaires. Parce que ces 300 €, c'est par passager. Et à qui s'adressent les 300 et les 3000? Alors, ils ont voulu inventer une catégorie turbopropulseur et turboréacteur. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord sur cette... C'est ça Alors, c'est ça et la distance. La frontière? C'est ça et la distance. Turbopropulseur, turboréacteur, nous, on n'est pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, tout ce qui est moins de 5 tonnes 7, globalement, on est dans la même catégorie. C'est-à-dire, alors là parlons, donnons des exemples. Donc, ça peut être un PC-12, un TBM, un Cessna Citation, un Honda Jet, un Honda Jet, voilà. tous ces avions qui sont des avions en général de 4-6 places. Qui remplissent le même type de mission. Qui remplissent, alors sur les vols courts. Bien sûr. Et qui d'ailleurs font la quasi-totalité des vols courts, courrier France-France ou France-Europe. Et donc cela, c'est 300 € par passager. Alors c'est de 300 à 600, s'ils sont turboprop ou turboréacteurs. Ah, il y a encore une différence. Oui, malheureusement, en fait, voilà, le turboréacteur, il est pas... Voilà, on aurait dû mettre peut-être plus au tonnage que par rapport à ça. Parce qu'on pourrait comprendre qu'un très gros avion qui consomme beaucoup plus devrait participer plus à l'effort. Bon, voilà. Et ensuite, il y a 3 destinations. Il y a la destination France-Europe, France-France et France-Europe. Il y a une destination jusqu'à 5500 km. Il y a une destination au-delà de 5500 km. En sachant que 90% du trafic est concentré sur la première destination France-France, France-Europe. C'est le gros cœur de notre activité. Il faut quand même rappeler, il y a beaucoup de préjugés sur l'aviation d'affaires, ces grands yachts volants, bon, c'est bien. On ne nie pas d'ailleurs que 10 à 15% de notre activité, c'est de l'activité loisir, bien entendu. Ouais. Je dirais, si on le compare à la ligne, c'est l'inverse. La ligne, c'est 80-90% de loisir. Bon. Voilà. Mais là, on met du low cost dans les 85%, c'est du low cost. Et puis, oui, mais nous, en fait, on est dans l'aviation d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a 90% de notre activité qui est une activité d'aviation d'affaires. Ouais. Dedans, il y a une dizaine de pourcents qui sont les vols sanitaires, il ne faut pas les oublier. Tous les vols sanitaires, les rapatriements et tous les transports de greffons, c'est important. Il y a 2 types de transports de greffons. À Paris, pour la PHP, c'est à peu près 4 à 500 vols par an, c'est pas rien. 4 à 500 vols par an. 4 à 500 greffons, on va dire missions. Oui. Et puis il y a la région, il y a tout ce qui est en dehors de Paris, région, donc là ça part un peu de partout. Et en France, bien sûr. Oui, mais ceux-là ne sont pas taxés. Alors, on voudrait faire un peu préciser les choses, parce que pour être très honnête, en fait, le texte de base qui existait aujourd'hui,
exemptait les vols sanitaires d'urgence. Or, il faut savoir qu'il y a beaucoup de vols sanitaires de rapatriement qui se font, qui sont des personnes qui ne sont pas en état d'urgence à l'instant T, mais qui peuvent le venir parce que le plateau technique dans lequel ils sont, dans le pays où ils sont, si le patient se dégrade, il ne pourra pas être pris en charge. Donc, en règle générale, quand on fait appel à l'aviation d'affaires dans des contrées assez lointaines, européennes ou plus loin, c'est que pour le rapatriement sanitaire, c'est que d'abord, il n'y a pas possibilité de le faire sur une ligne régulière, où ce serait vraiment trop complexe, parce qu'il n'y a pas souvent de lignes régulières là où ils sont, ou si effectivement le temps devient quand même un facteur qui commence à être relativement important. Et là, il faut intervenir quand même. Et là, pour rapidement. l'instant, vous ne savez pas si... Alors, on pense quand même que là, on a été entendu et que ce sera les vols sanitaires qui seront exemptés, hein, mais qui représentent une petite dizaine de % de l'activité sur le territoire français. Je rappelle aussi que l'aviation d'affaires en Europe, elle est principalement... Enfin, je veux dire, la France est un nœud, enfin un point névralgique, hein, c'est là où il y a le plus de trafic en France, parce qu'en fait, on est un peu au milieu de l'Europe quand même, hein, il faut le dire. Voilà, mais là, donc, tous les avions immatriculés dans le monde entier qui se poseraient en France seraient soumis à la taxe. Qui décolleraient. Qui décolleraient de tout terrain en France, et c'est là où nous, on a tendance, encore une fois, à stigmatiser l'aviation d'affaires dans des grands aéroports, des grands centres. Alors bien sûr que on a l'aéroport du Bourget qui est le premier aéroport d'affaires en Europe, on a des grands aéroports qui accueillent l'aviation d'affaires, mais on a surtout énormément d'aéroports de province. C'est le désenclavement des territoires. Ce sont les petites entreprises, les PME, les ETI, qui sont moi je prends souvent l'exemple, qui sont à La Roche-sur-Yon et qui, 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois par an, vont avoir besoin d'utiliser l'aviation d'affaires quand la ligne régulière, ils n'en ont pas, mais quand ils ne pourront pas monter à Paris pour faire ce qu'ils ont à faire, ou quand le train ne fonctionnera pas, on va faire 3 ou 4 legs dans la journée, quelque chose qui est, au départ de La Roche-sur-Yon, il faudrait 2 jours ou 3 jours pour faire ça, par les moyens conventionnels. Donc, de temps en temps, ces PME utilisent. Bon, de toute façon, c'est un vecteur qui n'est pas donné, hein, qui coûte quand même un peu de sous. Et donc, ils l'utilisent de manière très intelligente, je veux dire. Mais alors là, ça voudrait dire qu'à chaque branche, hein, tu disais leg, donc à chaque branche, on repaye... Alors, c'est la problématique que l'on parle. Les entreprises françaises, nous on défend beaucoup l'aviation d'affaires française, bien sûr. C'est normal. Normal, en priorité, mais on défend l'aviation d'affaires tout court aussi. Mais effectivement, les compagnies françaises, elles sont basées en France par définition, c'est comme dans le régulier, et donc 100% de leur activité va être impactée. C'est comme Corsair ou Air France ou French Bee. Aujourd'hui, les compagnies françaises, qu'elles soient régulières ou d'affaires, elles sont basées en France. Donc chaque vol qui part, il est taxé. Tu prends un exemple d'une compagnie étrangère, le marché français va peut-être représenter 3%, 5%, 10% de son activité. Donc la taxe, même si elle serait très élevée, n'est pas si impactante, il ne serait pas obligé de la répercuter en totalité dessus. Mais ce que je veux bien comprendre, c'est si dans ta journée, tu fais... donc, prenons la Roche-sur-Yon, Marseille, après Orléans, et puis revenir ça veut dire donc 3 décollages. Donc si tu payes à chaque fois, et tu payes par passager. Oui, on va prendre 2 exemples. Tu prends un PC-12. Donc le PC-12, c'est un turbopropulseur, monoturbine, 6 à 8 passagers, mais prenons 6 passagers. 6 passagers, la taxe elle est à 300 € le passager. Donc 6 x 3, 18, 1800 € chaque leg. Donc tu vas faire 3 legs. Donc, tu vas faire 5400 €. Voilà. Le coût de la taxe va être de 5400 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte... Alors, un vol coûterait 10 000 € à peu près, ce vol-là. 10 à 12 000 €. Il faudrait rajouter 5400 €. Donc, ce serait plus de 50% du prix du vol à rajouter. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que en général, quand une entreprise utilise un avion pour aller faire le tour notamment de ses clients ou de ses succursales ou de ses autres entreprises, elle a tendance à vouloir remplir l'avion pour rentabiliser. Et là, c'est pas que le PDG qui est dans l'avion. On trouve des techniciens parce qu'il y a besoin de... Et donc, à un moment, ils vous diront, ça vaut peut-être pas le coup de remplir l'avion. Ce qui est dingue, c'est qu'on va arriver à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va dire... au lieu de rentabiliser l'avion et de mettre 5-6 personnes dedans, on va en mettre qu'une parce que là, on peut payer 900 €, c'est peut-être digeste, mais 5400 c'est pas digeste, donc c'est quand même un peu fou. C'est à la rigueur, on pousse à faire voler des avions avec le moins de passagers possible. Est-ce que ce serait pas mieux d'essayer de faire payer tout le monde ? C'est quand même pas difficile de mettre en place un moyen pour récolter la taxe auprès des entreprises. Surtout les pavillons. Ouais. C'est compliqué ?
C'est compliqué parce qu'en fait, comme c'est déclaratif, il faudrait pouvoir la Oui, faire non, au mais à départ ce des moment-là- aéroports, par À ce exemple. moment-là, il ne faut plus que ce soit déclaratif. Parce Oui, mais alors, qu'on sait que les passagers, ils passent devant un contrôle. Oui, alors sur les grands aéroports, c'est vrai. En province, parfois, il y a, pour les vols qui sont intra-Schengen ou France-France, parfois, il n'y a pas forcément un terminal d'accueil, il n'y a pas forcément une structure complètement dédiée sur les petits terrains. On a, très honnêtement, il faut le dire, avec la DGAC, de très bons rapports. On travaille, enfin, c'est très productif. Alors eux, ils ont bien entendu l'amendement gouvernemental, donc ils ne peuvent pas aller complètement contre. Mais, c'est ce que j'allais te dire. mais La le DGAC, elle est là pour, dans un sens conseiller, mais de l'autre côté, pour appliquer. C'est Oui. pas elle qui décide s'il faut taxer ou pas. Non, elle est là pour appliquer les textes et la taxation, c'est sûr. Et justement, nous, on les pousse aussi, on les challenge à voir exactement s'ils collectent bien. Voilà, ce que je leur disais encore ce matin, je les avais au téléphone, je leur disais, bon, il y a un peu plus de 60 000 vols. Combien vous pensez aujourd'hui que vous arrivez à taxer de vols? Si vous êtes à 55 000, 50 000, bah, vous êtes dans un 80-90%, vous êtes bon. Mais nous, on a tendance à penser qu'ils sont plutôt dans un ratio de 10 ou 20 000. Donc, il y a de la marge. D'accord, oui. Il y a effectivement des questions du chat. Voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a Franck May qui mentionnait le fait qu'il n'y avait pas de taxe, la fameuse TIPCE sur le kérosène, et Gilles Rosenberger qui répondait en disant que, en contrepartie, l'aérien a des taxes, doit payer des crédits carbone et des droits de compensation. Alors, est-ce que ça fait partie de vos échanges avec le gouvernement d'aller les voir et dire on a toutes ces taxes qui sont sur la table, est-ce que vous voulez peut-être les rationaliser aussi, faire le bilan de tout ce que l'aérien paye déjà, et est-ce que ça fait partie des échanges? Moi, le problème d'une taxe, c'est comme un impôt. Une fois que c'est mis, ça reste ad vitam aeternam. Vous savez, on nettoie jamais. Hein. C'est le problème en France. On empile, et puis on nettoie jamais. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, la TICPE, on la paye pas. Alors, sur le vol commercial, effectivement, on la paye pas. Sur les vols privés, on la paye. C'est x2 le prix du carburant. Donc, faut quand même. Il y a aussi des vols qui se font. x2. Voilà. Bah oui, ça renchérit. Ça fait un coût du litre du carburant x2. Donc, c'est pas rien. Donc là, on parle des vols commerciaux. Les vols commerciaux, effectivement, mais enfin, je veux dire, c'est mondial. Hein. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles on ne paye pas cette TICPE, effectivement. En revanche, on a beaucoup de taxes. On a la taxe sur la nuisance, on a les taxes en route, on a les taxes d'approche, on a les taxes aéroport, on a les taxes. Enfin, voilà, la liste des taxes. C'est vrai, il faudrait qu'on la fasse. Enfin, en tout cas, qu'on la publie presque, parce qu'effectivement, dans le prix d'un billet, c'est énorme. Et d'ailleurs, on regardait on dit souvent que la taxe passager pure, elle représentait. Je crois entre 2 et 5% jusqu'à aujourd'hui du prix d'un billet, en gros. Alors nous, on n'est pas en termes de billets, on est en termes d'avion. Mais aujourd'hui, nous, c'est pire, puisqu'aujourd'hui, avec la nouvelle taxation, ça représenterait entre 15 et 100% du prix du vol. Donc on n'est plus dans un ratio de quelques pourcents. Donc c'est très probablement anticonstitutionnel. Hein, c'est une privation, une confiscation. Donc voilà. Mais alors, l'aviation d'affaires, on est tout à fait disposé à contribuer à l'effort national, je veux dire, et à prendre notre part. Et d'ailleurs, on a expliqué les impacts dans les territoires, pas que sur les compagnies d'affaires, c'est aussi sur les petits aéroports, avec l'Union des aéroports français. On discute aussi beaucoup avec la FLAM, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, qui est aussi très inquiète, parce qu'il y a aussi, comme vous le savez, des compagnies aériennes qui font des lignes transversales, donc vous imaginez le prix du billet dans le régulier aussi, donc pour désenclaver les territoires, une fois de plus. Et nous, on propose, c'est qu'on se dit, l'aviation d'affaires, elle pourrait contribuer à 2 fois ce que contribue le régulier. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin. On trouverait assez normal qu'on paye 2 fois ce que paye le régulier. Mais on part de tellement haut que je pense que le gouvernement va avoir du mal à revenir en marche arrière. Mais là, on est dans un calendrier qui est très contraint. Oui. C'est une course de vitesse. Il faut que tout ça soit bouclé dans le courant du mois de décembre. Donc, novembre même. Oui, parce qu'en fait, de l'Assemblée, le budget n'a pas été voté, donc ça passe au Sénat. Ouais. Le Sénat propose, et ensuite ça passe en commission mixte paritaire. Normalement, elle est fin novembre, donc c'est dans pas longtemps, c'est moins de 2 semaines. Et de cette commission mixte paritaire sortira un budget, et en fonction du budget qui sortira, le Premier ministre a son libre arbitre de sortir le 49.3 ou pas, et de retenir dans le 49.3 ce qu'il retiendra. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y aura motion de censure ou pas. Il y aura un dépôt de motion de censure, mais est-ce que ce sera censuré, le gouvernement? Voilà. Mais alors, tout ça pour dire aussi que est-ce que aujourd'hui, vos interlocuteurs sont réceptifs parce qu'ils n'ont pas le temps de penser à bricoler une autre solution. Ils en ont une qu'ils ont bricolée dans leur coin, parce que c'est ça, c'est ce qu'on leur reproche. Et attention, c'est pas uniquement l'aviation qui leur reproche, c'est
tous les secteurs qui sont laminés. Leur reproche ce matin, c'était les mutuelles de santé, mais tous les jours, il y a il y a un secteur qui découvre, qui s'en prend plein la tête. Donc, est-ce que aujourd'hui, tout ce qu'on raconte, toutes les contre-propositions, elles ont une chance d'aboutir? C'est bien la question. Alors on sait que le Sénat en France est une chambre beaucoup plus modérée et qui donc prend en compte notamment l'emploi, parce que nous, c'est quand même 36 emplois directs. Notre écosystème, c'est 36 000 emplois directs, d'accord ? On ne parle pas des indirects, donc c'est pas rien du tout. Et les compagnies françaises, quand elles subiront cette taxe, si elles la subissent, c'est des fermetures d'entreprises en 2025. C'est bien ce qu'on leur a expliqué. Ce ne sera pas en 2026, 2027, non. Et d'ailleurs, ce rendement de 150 millions qui ne sera jamais atteint, non seulement il ne sera pas atteint, mais ce qu'ils vont pouvoir prendre en 2025, il n'y aura quasiment plus rien en 2026 et 2027. Donc la logique n'est pas très... Voilà, il faut faire attention. Le but étant d'avoir un rendement dans le temps. Donc il vaut mieux faire quelque chose de modéré et qui est digeste, qui va permettre quand même de conserver les emplois, qui va modérer un peu tout, mais qui va rester pérenne dans le temps, que d'aller faire one shot et de mettre beaucoup d'emplois à la porte. Aujourd'hui, on voit bien. Vous savez, la part du pavillon français, déjà, elle régresse d'année en année. Vous savez que le pavillon français diminue. Il y a combien d'entreprises d'aviation d'affaires en France ? On en a autour d'une vingtaine, je vais dire, d'entreprises, entre 20 et 30. Et la plupart des entreprises entre 1 et 5 avions. Il y en a quelques-unes entre 5 et 10, et très peu qui en ont au-delà de 10. Quand je dis très peu, c'est peut-être 2 entreprises ou 3 entreprises. Donc le gros est vraiment entre 0 et 5, donc il y a un écosystème qui fonctionne forcément et qui est instable. C'est-à-dire que si vous perdez 30% de votre activité, c'est ce qu'on a estimé entre 30 et 40% avec cette taxe, si vous perdez 30 ou 40% de votre activité, vous allez vous séparer d'avions, et à 2 avions, une entreprise, elle ne vit pas. Je veux dire, c'est pas possible. Et comme tu le dis, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très 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 vite. En plus, il y aura beaucoup malheureusement de phénomènes d'évitement, parce que tous les gens qui seront en périphérie, enfin qui auront par exemple les gens du bassin lyonnais et tout ça, ils iront plus vers Genève. Les gens du bassin de Biarritz, Pau, ils iront vers Saint-Sébastien. Dans le nord, Lille, ils iront vers Courtrai ou plus loin. Donc c'est un assez mauvais calcul. Il y aura même, pourquoi pas, quand vous faites un long range et que c'est 3 000 € le passager, si vous en avez 10 à bord, ça fait comme 30 000 € la taxe. Alors, à ce moment-là, vous arrêtez, puis vous faites un stop chez le voisin, et puis vous redécollez, et puis c'est tout. Sur le plateau de Jump Seat, on a accueilli il y a quelques temps le patron de la compagnie qui assure le transport des médecins entre le CHU de Dijon et l'hôpital de Nevers. Donc c'est toutes les semaines. Ils transportent des passagers aller-retour dans la journée, des médecins aller-retour dans la journée, pour éviter aux patients de Nevers d'aller à Dijon. Là, ils le font avec un petit avion d'affaires, puisque c'est un DA62, donc c'est un bimoteur de léger qui fait 4-5 places. Le constructeur dit 5, il faut serrer un peu quand même. Si il y a 3 médecins dans cet avion, et que les 3 payent 300 € chacun. Donc alors ça fait 900 dans un sens, 900 dans l'autre, ça fait 1800. Je sais, il nous l'a expliqué sur le plateau, que tout ça avait été négocié à ras les pâquerettes avec l'agence régionale de santé. Ça ne marche plus. Ça ne pourra plus marcher. Et en plus, alors ce qui est assez surprenant, c'est que ce genre de vol, en fait, finalement, alors pour le coup, la taxe, elle sera payée par l'État quelque part, par l'agence régionale de santé, ou ils augmentent les budgets, ou le service disparaîtra. C'est ça. Oui, ça avait été commencé avec un PC12 d'ailleurs, et où ils pouvaient mettre 6 voire 8 médecins à bord. Ouais. Mais c'est sûr que c'est dramatique. Il y a plein d'applications comme ça qui vont devenir. Et, si vous voulez, parlait tout à l'heure du sanitaire. Un avion sanitaire qui fait des greffes, qui fait des transports d'organes, pardon. Un tiers de son temps, il fait du transport d'organes, et 2 tiers de son temps, il fait des vols commerciaux. S'il est impacté sur 2 tiers de ses vols, la compagnie va disparaître. Il n'y aura plus d'avion pour faire des transports d'organes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, la PHP, il faudra qu'elle contracte avec des gens européens, à un coût beaucoup plus supérieur, et comme il faut décoller dans les 2 heures, moi je leur mets au défi, que ce soit à 8h du matin ou à 2h du matin, de faire venir un avion sur Paris,
dans les moins de 2 heures qui décolle et autres. C'est impossible. Déjà avec un Français, il y a un délai, 2 heures, c'est bien, mais il n'y a pas de trop. Hein, c'est pas le temps de vol qu'il faut prendre en compte ici, c'est toutes les autorisations de décollage, d'atterrissage. En pleine nuit, c'est plus compliqué, il y a des aéroports fermés, il faut demander les autres. Enfin voilà, les problèmes de météo, c'est complexe. Surtout quand après on va sur des petits terrains en province, parce qu'après on part de Paris, on prend l'équipe médicale, hein, qui va prélever le greffon, hein, c'est comme ça que ça se passe, donc il va dans des petits territoires, donc c'est complexe, il faut avoir en plus un grand savoir-faire. Voilà. C'est là où vous comptez sur les sénateurs alors. Disons qu'on pense qu'ils seront plus modérés. Alors après, c'est toujours ennuyeux quand un amendement sort avec des montants aussi, comment dirais-je, un peu délirants, quoi. Je veux dire, c'est toujours compliqué de revenir à la raison. Voilà. Alors, mais bon, tant qu'on a cette image de riche qui est véhiculée, voilà, c'est très dogmatique. Mais je pense qu'à un moment, la raison l'emportera. Enfin, on espère. Et du coup, tu parlais au niveau de la concurrence potentiellement des autres pays européens qui n'auraient pas cette taxe. Est-ce que c'est des choses que vous essayez de remonter à plus haut niveau que juste la France pour avoir des taxes qui seraient homogénéisées au niveau de l'Europe? Ou est-ce qu'il y a des échanges? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que du coup, effectivement, si on enlève ce côté concurrence et les choses qui s'harmonisent à l'échelle du dessus, ça peut peut-être être plus cohérent. Oui, c'est vrai Antoine, c'est vrai. Alors comme je disais, hein, tout le monde la paye, tout le monde est censé la déclarer, mais tout le monde ne la déclare pas forcément. Je dirais parce qu'ils ne sont pas au courant, on va faire du politiquement correct. Non mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, notamment les gens qui viennent assez rarement et de pays lointains. On ne peut pas connaître toutes les règles de tous les pays sur du déclaratif. Mais on compare en Europe. En Europe, il y a 2-3 autres pays qui ont une taxe un peu similaire. Je dirais surtout les Anglais, hein, qui ont une taxe similaire, mais elle est dans proportion, elle est 10 fois moins élevée. Donc je veux dire, et alors ça va même plus loin puisqu'ils exemptent la catégorie jusqu'à 5 tonnes 7. C'est-à-dire qu'ils considèrent que jusqu'à 5 tonnes 7, il ne faut pas que ce soit taxé. Donc, bon, nous on discute beaucoup avec les constructeurs aussi effectivement craignent pour la construction. On a quand même, on a un constructeur national, Dassault, on en a un autre, Daher, enfin je veux dire, ils sont à l'opposé, il y en a qui font plutôt des petits avions, l'autre plutôt des avions long range. Ça va casser aussi la dynamique, bien sûr, de la corporation des carburants SAF, hein. Enfin on en parlera peut-être, mais toute cette partie-là aussi, elle va être complètement remise en cause, puisqu'aujourd'hui on décarbone quand même beaucoup. L'aviation d'affaires a plus facilement accès, enfin, il n'y a pas assez de terrains équipés de SAF, mais on a des quantités moindres, donc on peut plus facilement mettre du SAF à bord. On incite nos passagers, nos clients à utiliser le SAF. On a des sociétés, on la cite souvent, une société comme Michelin qui transporte que ses techniciens en haute densité. Ils font une incorporation, ils mettent 100% de SAF, blindé à 35% aujourd'hui. Je dirais l'obligation européenne, c'est 2%. Donc eux, ils sont à 35%, donc ils font 15 fois plus. Il pourrait avoir des tentations de dire on va réduire à 10% le taux obligatoire, donc on va aller à 20%, et puis l'économie qu'on va faire, ça paiera la taxe. C'est vraiment, ça n'a pas été pensé malheureusement. On regrette, le gouvernement, c'est qu'ils aient sorti ça comme ça. Après, c'est vrai qu'à l'échelle d'un budget, je ne vais pas les défendre, mais à l'échelle d'un budget, 150 millions, c'est rien. On pensait quand même que, je pense que Bercy devait quand même un petit peu réfléchir et parler à la profession, mais on est assez méconnu de la profession, enfin du grand public et de Bercy. Donc voilà. Je pense que Bercy était aux abois, qu'à un moment ils se sont réveillés, ils ont vu que ils avaient emplafonné le budget 2024 et qu'il fallait faire rapidement tout et n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que ça t'inspire, Damien ? Je compatis. Moi j'avais une question, c'est sur quel autel, on va dire, on vous brûle? Est-ce que c'est sur l'autel de la décarbonation ou sur l'autel justement de non, on a besoin d'argent et parce que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on veut vous tuer, entre guillemets. On ne sait pas non plus en fait. On avait pensé à un moment que c'était sur l'autel de la décarbonation et alors là on aurait pu justement rentrer argumenter et dire faisons des catégorisations en fonction de la consommation des avions, et ça s'entend. Je veux dire, un avion qui consomme beaucoup plus et à l'heure de vol, à ce moment-là, il doit être taxé un peu plus qu'un autre. Ça s'entend, mais c'est pas ça. Je pense que, très honnêtement, je crois que l'idée, il y avait beaucoup d'argent à trouver. Hein, je crois que c'était 40 ou 60 milliards, je sais plus trop. 60 je crois, milliards. 60, l'aérien, c'est vraiment le vecteur. J'en parlais ce matin avec... j'ai vu Pascal Desiaguirre, le président de la FNAM et de Corsair. Donc la FNAM, c'est la fédération qui regroupe les compagnies aériennes comme Air France, comme Corsair, comme Air Caraïbes et les autres. Voilà, alors ça regroupe le régulier, j'allais dire, compagnie française, mais pas que française, il y a EasyJet qui est dedans. Bien sûr. Et ça recoupe la partie hélicoptère avec le syndicat des hélicoptères, ça recoupe l'aviation d'affaires donc avec le BA, et ça regroupe aussi l'aviation générale avec le JPAG. Donc voilà.
Mais oui, j'en discutais donc avec Pascal et aussi avec Laurent Timsit, le délégué général. En fait, c'est vrai qu'il me disait, on est vraiment un secteur qu'on aime bien taxer, qu'on taxe facilement, et on dit, bon, allez, on va rajouter 1 milliard, et c'est un peu comme ça, tiens, les Aériens, on va leur donner 1 milliard. De toute façon, ils s'en remettront, c'est un peu ce qu'on dit. Et on voit le pavillon français, qu'il soit aviation d'affaires ou qu'il soit régulier, on voit le déclin, on voit bien ce qui se passe en fait. On voit l'arrivée de compagnies étrangères sur notre territoire. À une concurrence égale, pourquoi pas, je veux dire, c'est la libre concurrence, mais pas quand il y a... Voilà, les compagnies françaises, c'est 100% de leurs vols qui vont être taxés. Chaque année, les compagnies françaises perdent à peu près 1 point de part de marché. Là, aujourd'hui, on est à quoi? Elles sont autour de 40%, c'est ça. Oui, et puis, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais surtout... c'est l'ordre d'idée, je pense. Même le registre français, nous, on dit par exemple le registre français, il y a à peu près un peu moins de 400 avions d'affaires sur le registre français. Je rappellerai que plus de la moitié sont des avions 4-6 places. Donc ce sont des petits avions type PC-12, type CJ, type Phenom 100. Bon. Mais regardez le pavillon maltais. Ils sont à plus de 1000 aujourd'hui. Oui, mais c'est un grand pays, Malte. C'est une grande île, oui. Et eux, ils ont besoin de l'aviation, parce qu'évidemment, on a besoin de bateaux et d'avions quand on est sur une île. Donc, effectivement, ils ont une problématique différente. Donc c'est vrai que quand on voit, par exemple, on prend l'avion EasyJet, par exemple, à Bordeaux pour faire un Bordeaux-Lyon, eh bien, c'est souvent un avion qui est immatriculé voilà, c'est ça, à Malte. On a aussi un autre sujet, nous, dans l'aviation d'affaires, un peu connexe, je ne sais pas si tu voulais l'aborder, mais... on est libre d'aborder tout ce qu'on veut. Alors on va parler... Non, mais c'est un sujet technique intéressant. On a malheureusement... ou heureusement, une politique étrangère relativement forte sur ce qui se passe dans le monde entier. Et soyons clairs, le pavillon français, alors là, pas que l'aviation d'affaires, mais tout le pavillon Fox, est aujourd'hui un petit peu non désiré dans certains endroits du monde. Donc quand vous allez en Afrique aujourd'hui, il faut éviter un certain nombre de pays qui fait qu'aujourd'hui, en termes de concurrence, notamment sur les vols sanitaires, mais pas que, vous avez au moins 2 heures sur un vol aller-retour, entre 2 et 3 heures de plus à faire. Quand on va au Moyen-Orient, il faut contourner. Quand on va en longue range, on ne peut plus toute la Russie, tout ça. Alors que, à l'inverse, beaucoup d'autres pavillons ont le droit. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit bien. On sait très bien que, notamment, la concurrence avec les Turcs, avec les compagnies asiatiques, fait rage. Parce qu'aujourd'hui, alors par contre, quand vous faites un Paris-Singapour, c'est 2 heures à l'aller de plus, je dirais, 2 heures au retour. Donc il y a aussi ce problème-là, sans compter les pays sur lesquels on ne peut plus se poser, même en sanitaire. Donc il y a un petit peu tout ça qu'il faut remettre sur la table et aussi se défendre, parce qu'effectivement, il y a une tentation, il faut le dire, notamment des compagnies aériennes françaises, de prendre un pavillon étranger, qui est beaucoup plus facile pour faire des affaires. Je veux dire, c'est pas pour de la défiscalisation, c'est pas le sujet. Simplement, c'est des pavillons qui peuvent aller partout. Aujourd'hui, vous prenez un avion sous pavillon Fox, vous voulez l'exploiter au départ de Kuala Lumpur, d'Abu Dhabi ou des pays comme ça, c'est complexe. C'est complexe, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est complexe. Vous mettez le même avion au pavillon d'affaires, maltais, vous allez exploiter au départ de Kuala Lumpur ou d'Abu Dhabi assez facilement. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on voudrait aussi, si j'avais Noël arrive, demander, c'est peut-être le moment, c'est bientôt, c'est de dire à la DGAC aussi, je sais qu'on a une petite activité dans tout l'aérien, on ne représente que 10%, mais on est bien entendu, mais c'est aidez-nous un peu plus sur le pavillon français. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de nom et dire, au lieu de parler d'aviation d'affaires, parler d'aviation utilitaire? Il y a une partie, c'est vraiment utilitaire, le transport d'organes, le transport de médecins, le transport de techniciens d'un point à un autre, c'est utilitaire ça. L'aviation d'affaires, on pense tout de suite, c'est ce que tu disais en début, on pense tout de suite aux gros biréacteurs, jet privé, d'ailleurs on dit jet privé. Voilà, c'est ça, avec un beau salon et 2 personnes à bord. Les 2 tiers des avions n'ont pas de toilettes à bord dans nos avions, je veux dire. Voilà, un petit exemple. Voilà, où enfin il y a des toilettes de secours, comme on dit, c'est un siège, on lève à l'ancienne. Non, c'est vrai que c'est très franco-français. De toute façon, faire des affaires, c'est pas bien par définition. Voilà, bon, je sais pas pourquoi. C'est vrai. On va essayer que non. Hein. Non, mais voilà. Et les affaires, c'est encore une fois, ce que je dis, ce sont les PME. Bon, on va en parler là où il va équiper les avions avec ses moteurs. Mais c'est des PME. Enfin, le business, c'est pas un mot horrible à utiliser. C'est simplement on va faire des affaires et créer de l'emploi et se développer, avoir une préférence nationale de temps en temps sur certaines choses. On a bien vu qu'on voulait maintenant essayer de fabriquer nous-mêmes nos médicaments un peu plus, enfin tout ça, sous traité. Mais c'est vrai que nous, tout de suite, on dit le jet privé. Mais c'est quoi un jet privé? D'abord, c'est pas l'aviation d'affaires, puisque plus de la moitié, c'est pas des jets. Ce ne sont pas des jets. Donc voilà. Et le jet privé, nous, c'est pas privé, c'est commercial. Donc, alors si vous parlez des quelques personnes
qui ont leur propre avion et ils s'en servent à titre personnel ou professionnel, mais en fait c'est privé dans le sens où c'est pas ouvert au commerce. Et voilà, ça n'a rien à voir. Et là on parle de quelques personnes, mais bon... Ces quelques personnes, c'est elles qui captent la lumière. Voilà. Oui. Bon, après, on m'a toujours dit, tu sais, Charles, il y a des gens qui vous aimeront jamais et ceux-là, tu auras du mal à les convaincre. Il y a ceux qui sont pour toi, et très bien, et puis il y a ceux qui comprennent pas trop et il faut encore plus les éclairer sur le métier de l'aviation d'affaires. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On ne nie pas, encore une fois, qu'il y a une partie qui est pour le loisir, mais bon, moi je dis toujours... Est-ce qu'il faut taxer les yachts? Est-ce qu'il faut taxer les jet skis? Est-ce qu'il faut taxer les gens qui font de la moto le week-end et qui font du bruit et qui polluent pour leur propre plaisir? Voilà. Donc, mais on est vraiment une aviation d'utilité, une aviation des territoires. C'est d'ailleurs le propre, c'est 90% de nos vols, c'est ça. Encore une petite question du chat au sujet du côté déclaratif de la taxe. Ouais. Eurocontrol, c'était Gilles qui mentionnait Eurocontrol, qui serait au courant de tous ces vols. Oui, Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remonter, de passer par ça, en fait, plutôt que ce soit dans le temps imparti d'ici l'instauration de la taxe? Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir ce système via un organisme? C'est Gilles, je crois, c'est ça, mais il a raison. Mais alors, j'en discutais ce matin avec la DGAC juste avant d'arriver dans la rue et je leur disais, Eurocontrol vous donne le nombre de plans de vol déposés, donc vous avez les vols réalisés. Je ne suis pas certain que l'administration a suffisamment de personnes pour aller faire traiter ce genre de choses. Sur le régulier, c'est déclaratif, c'est au billet, donc c'est facile. Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre une petite équipe pour aller voir quels sont les vols qui n'ont pas été taxés et pas déclarés. Et puis, il faut aller retrouver aussi à la source à qui on envoie la facture. À qui si c'est en France ou en Europe, assez facile, je pense. Et encore l'Europe, il faut voir les contours. Dès qu'on sort de l'Europe, pour aller trouver le vrai propriétaire ou l'opérateur de l'avion et être sûr qu'il va recevoir la lettre par la poste, voilà, je pense que ça va être un gros travail. Bon, s'il fait 5 vols dans l'année ou 10 vols dans l'année, je ne suis pas sûr que l'administration va se lancer, collecter, malheureusement. Donc c'est pour ça que de déclaratif, il faudrait trouver un système où en fait, c'est automatique, effectivement, quand on décolle d'un aéroport, enfin voilà, il faudrait trouver un système un peu différent. On y travaille avec les services de l'aviation civile. Il y a une autre question au sujet est-ce que vous avez réussi à chiffrer concrètement tout ce que ça allait avoir comme impact sur l'économie de tout l'écosystème aéronautique? Vous avez parlé tout à l'heure des fermetures d'entreprises, mais est-ce que c'est au-delà des compagnies aériennes, tout ce qui est maintenance, toutes les autres entreprises, est-ce que vous avez pu faire vraiment une étude d'impact là-dessus de votre côté, ou est-ce que c'est pas... Alors, on a sorti avec l'AFNAM, l'UAF et le JPAG. L'AFNAM, donc on a dit que c'était... la Fédération Nationale de l'Aviation. Les grandes compagnies aériennes. Enfin, c'est notre umbrella. Moi, je dis toujours, c'est elle qui nous chapeaute tous quand même un petit peu. Et le JPAG, c'est l'aviation générale, vraiment l'aviation de base. Et puis, donc... dans lequel il y a les écoles de formation. Voilà, et l'UAF, c'est les aéroports. Voilà. Donc on a fait une étude, on a sorti, elle est sur notre site en ligne, on a fait une étude d'impact économique, de voir ce que représentait, ce que pesait l'industrie de l'aviation générale et d'affaires. Donc ça, c'est une première réponse que l'auditeur pourra aller retrouver. Maintenant, nous, on sait de toute manière qu'on a calculé avec nos membres le poids en fonction du nombre de passagers qu'ils avaient, les vols moyens, et puis on a interrogé nos passagers. Vous savez, depuis 2 mois, en fait, on ne fait que ça, 7 jours sur 7. On les a interrogés pour savoir quelle serait leur tendance ou autre. La plupart, vraiment la plupart, ont dit que au minimum, ils allaient réduire drastiquement, si c'était ça, surtout sur les vols France-France, où comme Gilles, tu le disais, il va y avoir beaucoup de legs qui vont être facturés, chaque leg va être facturé, et il y aura effectivement, donc nous on l'a estimé à plus de 30%, on verra ce qu'il en adviendra. Bon, on a quand même bon espoir qu'on soit entendu et qu'on revienne à des montants de taxation raisonnables. On espère quand même, si le gouvernement passe, et on le souhaite, ce projet de loi de finances 2025, s'il reste, on espère qu'on sera entendu. Pour revenir sur le transport d'organes, qui était un des sujets qui va faire plaisir, oui, vas-y. Qui parle de mettre à contribution le secteur soft de la sécurité civile pour avoir plus de disponibilité des avions. Il y a seulement 3 King Air actuellement. Aujourd'hui, je pense que les transports d'organes sont faits à des coûts relativement raisonnables. Voilà. Moi, je veux bien qu'on nationalise les transports d'organes et le reste. Je veux dire, essayons, ça fera sûrement plaisir à la sécurité civile, il y aura plus d'avions, il y aura plus de choses. Après, je pense que chacun doit faire sa part. La sécurité civile, elle est sur des missions très particulières. Vous savez, on a 2 gros opérateurs. On a AstonJet qui fait les transports d'organes pour la PHP en région parisienne, et on a la société Airlec Ambulance basée à Bordeaux et à Paris. Bon, cette autre société fait beaucoup de rapatriement sanitaire. Ils vont ils vont du Merlin au Cessna Citation, au Hawker et au Falcon 900EX. Avec le Falcon, ils font le monde entier. On ramène en ce moment régulièrement des blessés de guerre.
La France, on le sait peu, mais participe. En Ukraine, on rapporte beaucoup des enfants, surtout, qui ont été blessés et qu'on vient soigner dans les hôpitaux français. On n'en fait pas la publicité. Ils sont transportés par les avions de la cité Airlec Ambulance. Le dernier rapatriement d'otages, c'est nous qui l'avons fait. C'était un peu touchy, c'était en Iran, c'était compliqué. Le gouvernement français ne pouvait pas forcément s'afficher. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on ne dit pas, des missions particulières que l'on fait, et où le secteur, je dirais privé, encore une fois, c'est pas un gros mot, a son utilité, mais bon, les avions de l'État français en font aussi beaucoup, bien entendu, mais ils ne peuvent pas tout faire, je veux dire. Donc il y a une part pour le côté régalien, étatique, et je trouve ça très 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 bien, on trouve ça très très bien, on n'est pas en concurrence. C'est comme dans les hélicoptères, hein, finalement, il y a les hélicos de la sécurité civile, et puis il y a les hélicos blancs, comme on dit, et je crois qu'il y a une très très bonne entente, ça se passe bien, et parfois il y a même un peu de mix en fonction de... On reviendra sans doute sur l'aviation d'affaires au cours de la deuxième Avec partie. plaisir, mais on a bon espoir, nous on est positif, voilà. On y croit. Il y en a un autre qui est positif et qui y croit, c'est toi. Oui, c'est toi, parce que là donc, si on t'a fait venir, c'est parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée, c'est-à-dire que ça fait quelque temps que tu travailles sur le développement d'une extension de la certification sur les avions légers. Et là, tu as reçu, du moins ta société a reçu le soutien ferme de la Fédération française des aéroclubs, qui a décidé de vous aider matériellement. Donc ça veut dire que là, c'est un coup de boost pour le projet, qui est plus qu'un projet, c'est vraiment un programme aujourd'hui. Oui, absolument. Oui. Après, on peut peut-être expliquer Turbotech en 2 mots ce que c'est, les projets, et puis je dirais, il y a des actualités presque. Alors là, on va avoir attention, on a des scoops. Accrochez-vous. Voilà, nous, on est avant tout une équipe de passionnés d'aéronautique. Voilà, moi-même, je pilote depuis que j'ai 17 ans. Et en gros, on en parlait avant, moi j'ai un petit Emeraude avec un moteur Continental basé à Saint-Cyr, que j'aime beaucoup. Et en gros, que j'entretiens toujours. Voilà. Et il y a quelques années, pour pas dire une quinzaine, je me suis dit, si je faisais le moteur de mes rêves, une turbine, parce que j'ai aussi démarré à 5 ans l'aéromodélisme, je crois, par des moteurs élastiques. Après, les avions sont devenus de plus en plus gros. Et puis, je crois qu'à l'âge de 14 ans, j'ai essayé de faire ma première turbine avec des boîtes de conserve, qui n'a pas du tout marché. Rassurez-vous, les moteurs Turbotech ne sont pas faits de boîtes de conserve actuellement. On a un peu évolué technologiquement. Mais tout simplement, la question, c'était, étant passionné de turbine et d'aviation générale, comment faire pénétrer ce formidable moteur qui, je dirais, moi, dans les années 50, quand on fait le parallèle, a permis, quand on a basculé du magnifique Constellation, les anciens vous diraient c'était le meilleur trimoteur de l'Atlantique, puisqu'il arrivait toujours à Orly avec un moteur en panne, donc des moteurs en étoile extrêmement complexes, très très puissants, plus de 4000 chevaux. Et dans les années, je dirais fin des années 50, on est passé du Constellation et de ses moteurs à piston avec 500 heures de TBO. C'était, on en revient, c'était le luxe à l'époque, le transport aérien. Time between overhaul. Un moteur, ce qu'on appelle turbo compound, la durée de vie en gros entre grandes révisions du moteur, c'était l'ordre de 500 heures. Et on est passé au Boeing 707 avec ses réacteurs qui eux étaient plutôt à 5000 heures, donc on a fait quasiment un x10 en quelques années. Et le turboréacteur, quoi qu'on en dise, la turbine, turbopropulseur, turboréacteur, c'est quand même un des gros maillons qui a permis à la grande aviation, ce que j'appelle l'aviation commerciale, dans les années 50, de se démocratiser et de devenir ce qui est actuellement un transport de masse. Oui, dans les années 50, traverser l'Atlantique en avion, c'était du très grand luxe. Maintenant, je dirais que tout un chacun peut le faire ou l'a peut-être fait dans sa vie. Et donc cet avènement de la turbine a eu lieu dans l'aviation commerciale, mais n'a jamais eu lieu dans l'aviation légère. En gros, alors pourquoi on va faire un tout petit peu de science et un tout petit peu de thermodynamique? Pourquoi une grosse turbine a un bon rendement? C'est à cause grâce plutôt à son taux de compression. Plus on comprime fort, meilleur va être son rendement, donc moins de carburant elle va consommer par rapport à sa puissance, et puis sa température en entrée de turbine. Tout ça, c'est dicté par les lois de la physique, on en parlera peut-être un petit peu encore après, c'est une chose qu'il ne faut jamais essayer de violer, les lois de la physique. Voilà. C'est le cycle de Brayton. Le cycle de Brayton dit « comprime fort, brûle ton carburant à très haute température, et tu auras un bon rendement. » Voilà. Donc ça, c'est possible sur les très gros réacteurs, parce qu'on a plein d'étages de compresseurs, on comprime à 30, voire 40 sur un GE90, ou pas très loin, et puis on va avoir des températures de combustion au-delà de ce qu'on appelle le fluage, donc au-delà de la déformation à chaud des aubages de turbine. Et ça, c'est possible parce qu'on refroidit ces aubages. Toutes ces technologies qui, sur un moteur de 100 000 chevaux, sont possibles, un G90, je le prends parce que c'est l'un des plus gros, doit faire à peu près 100 000 chevaux, c'est ce qui est absorbé par la soufflante, c'est des ordres de grandeur.
tout du moins, ou un CF680 sur un Boeing 747. Toutes ces technologies-là sont absolument impossibles à mettre en œuvre sur des petits réacteurs. Vous passez de 100 000 chevaux à 100 chevaux, c'est plus possible d'avoir plein d'étages de compresseurs et c'est plus possible de refroidir vos aubades de turbine, tout simplement parce que les aubes de turbine ou de compresseurs sur notre moteur à nous font quelques millimètres de haut. Là, on le font plusieurs centimètres, je dirais, sur un très très gros moteur. Donc, moralité, les premières turbines que vous allez voir avec un rendement acceptable, elles commencent à 1000 chevaux, entre 500 et 1000 chevaux. Pour donner des ordres de grandeur, un moteur à piston, ça va consommer 300 grammes par kilowatt produit en 1 heure. C'est l'ordre d'un Rotax ou un moteur Lycoming. Et si vous essayez de faire une petite turbine classique, qui suit ce cycle de Brayton de 100 chevaux aussi, si on prend une centaine de chevaux, elle va consommer 2,5 à 3 fois plus. On va être à 600 voire 700 grammes au kilowattheure. Alors elle va être incroyablement plus fiable, plus légère, avec des coûts d'exploitation bien inférieurs, mais elle consommera beaucoup plus. Donc en ces temps de frugalité énergétique, il serait difficile de proposer un moteur, oui, beaucoup plus fiable, beaucoup plus léger, ça pèsera une vingtaine de kilos, comparé aux, on va dire, 90 kilos d'un moteur 100 chevaux à piston, mais elle aura une consommation énorme. Donc chez Turbotech, il y a une quinzaine d'années, ce que moi j'ai commencé à faire à côté de mon travail chez Safran, parce que j'étais chez Safran, dans mon petit garage à Saint-Cyr, à côté de mon avion, développer une turbine qui utilise non pas le cycle de Brayton simple, mais le cycle régénératif. Tout simplement, on a un échangeur thermique qui récupère la chaleur des gaz d'échappement, qui est perdue dans la nature, qui va la recycler dans le moteur. En gros, on préchauffe l'air qui sort du compresseur, on l'envoie dans la chambre de combustion. Et tout simplement, c'est très très simple le principe. Le travail, le job du carburant qu'il va avoir à faire, c'est réchauffer l'air qui sort du compresseur. Si on a un air qui sort du compresseur qui est plus à 150 degrés, mais à 500 ou 550 degrés, on divise par 2 le job que le carburant a à faire de notre turbine, et donc ça divise par 2, voire plus de 2 la consommation. Moralité, on a une petite turbine qui a tous les avantages de la turbine qu'on citait avant, plus grande fiabilité, plus grande légèreté, beaucoup moins de coûts d'exploitation, et ça y est, chez Turbotech, on a réussi à faire la première turbine d'aviation légère qui a une consommation équivalente, voire légèrement inférieure aux meilleurs moteurs à essence du marché. Prends un Rotax 915, on fait beaucoup d'essais en vol, à la même vitesse sur le VL3 turbine, qui est l'un des premiers avions sur lesquels on a été installé, on est à 1-2 litres de moins de diesel que de 100 LL consommés par ce Rotax 915, à la même vitesse, dans les mêmes conditions, en volant en patrouille. Donc voilà, l'histoire de Turbotech, ça a été de développer la première turbine aéronautique au monde à cycle régénératif, donc qui utilise ce principe de l'échangeur qu'on n'a pas inventé. Ça existe dans les centrales EDF, dans les chars d'assaut. Le char M1 Abraham est motorisé par une turbine à cycle régénératif. Et puis les très gros bateaux. Mais le point commun entre une centrale électrique, un bateau et un char d'assaut, c'est que ça vole pas. Donc il a fallu, nous, beaucoup alléger et miniaturiser cette technologie. Et ensuite, sur notre roadmap, Turbotech, donc ça a été vraiment formellement, je dirais, créé lors d'une levée de fonds en 2018 avec le groupe Safran, qui est notre capital, et un fonds qui s'appelle Go Capital. On a été aussi financé par la DGAC et le CORAC, qui nous a beaucoup aidé, et la région Île-de-France. On avait été placé dans les grands projets. Et cet argent-là, en fin de compte, le levée de fonds, c'était 3,2 millions. Avec 3,2 millions et à 4 dans un beau bâtiment, maintenant il y en a une vingtaine, on a réussi en partant d'une feuille blanche, à entièrement concevoir, mais pas que concevoir, à développer et à créer un outil industriel qui nous permet de produire ce moteur. Et là, l'astuce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, on ne va pas le certifier tout de suite parce que c'est des coûts énormes. On va attaquer par le marché de l'ULM. Et là encore, la DGAC et avec le concours de la FF Plume également, on est arrivé à ce ULMS qui nous permet d'avoir des ULM à 600 kg à turbine qui seront ouverts ensuite à d'autres motorisations prochainement sur l'ULM. Et là, on en parlera un peu, on a fait du teasing. Notre Graal, on va dire, c'est la certification. Avec ce moteur qu'on a développé qui fait à peu près 140 chevaux, vraiment un équivalent au Rotax 915. Et puis, on lance aussi des moteurs plus puissants. Là, on lance un 250 chevaux qui, lui, sera bien évidemment certifié. Et quand je parlais des actualités, on en reviendra dessus ensuite, c'est le marché américain qui s'ouvre à nous avec plein de choses, mosaïque. Voilà, ça fait beaucoup d'acronymes, mais on va tous les expliquer les uns après les autres. On va les passer. Donc, effectivement, là, l'actualité chaude était cette annonce qu'on faisait avec la FFA d'un STC, un Supplemental
IAS Certificate, un kit qui va nous permettre de rétrofiter des avions existants à moteur à piston avec nos turbines. Alors, rétrofiter, ça veut dire qu'on enlève le moteur existant, donc c'est quoi, Lycoming, Continental, oui, donc des vieux moteurs, du moins des vieux moteurs, des moteurs d'une conception des années 40-50. Oui. On enlève ça et on met à la place une turbine. Alors, mais la turbine, elle est beaucoup plus longue. Elle est un peu plus longue, oui. Un peu plus longue. Ouais. Voilà, alors, tout à fait, c'est le principe. Le STC, c'est connu depuis toujours. Il y a des STC pour plein de choses. Modifier des hélicoptères, leur mettre des treuils, mettre une hélice 4 pales au lieu d'une 3 pales. Il sort des centaines de STC dans le monde chaque année qui permettent de faire plein de choses. Et ça va du petit avion jusqu'à l'Airbus. Donc ça, c'est le Supplemental Certificate. Donc, pour donner une explication complète, c'est une entité technique, une société décide de développer un kit. Elle n'aura d'ailleurs pas demandé au fabricant de l'avion en question l'autorisation de développer ce STC. Ça sera couvert par l'autorité de tutelle. Donc nous, en France, en Europe, l'EASA, et puis aux États-Unis, la FAA. Voilà. Donc c'est le principe du STC, c'est de valider par l'autorité de tutelle du pays une modification d'un avion. Et donc nous, le projet qu'on aurait d'ailleurs avec un partenaire, Icarius, à Gap, qui est un grand habitués des STC. Alors, ils font des STC sur des beaucoup plus gros avions que ceux sur lesquels on travaille, plutôt sur du PC6, enfin des turboporteurs, des turbines Garrett, des turbines PT6, donc plutôt classe 1000 chevaux. Mais on a de très bonnes relations avec eux. On a collaboré dans le passé sur divers projets, on va dire, notamment aussi sur l'aide aux essais en vol qu'on est en train de mener à Gap. Et on a souhaité s'associer à eux pour créer ce kit, ce STC. Alors, effectivement, c'est créer un kit technique qui consiste à prendre un vieil avion, par exemple un DR400. Tout ce qu'il y a devant la cloison par feu, on va l'envoyer, mettre un nouveau bâti, des nouveaux capots. Le nez de l'avion. Voilà. Alors, ce ne sont que de très légères modifications, en fin de compte, puisque nous, notre turbine Turbotech, elle est installée sur une dizaine d'ULM. Ce sont tous des cellules standards. On a juste retiré le moteur et son bâti, refondu les capots moteurs, et ces ULM ont eu le nez rallongé d'une vingtaine de centimètres. Alors personnellement, je les trouve plus beaux, voilà, mais j'ai peut-être un parti pris. Avec la turbine, ils sont plus aérodynamiques d'ailleurs, avec un petit peu moins de puissance, on vole à la même vitesse. Et donc ce rétrofit, il est assez simple à mettre en œuvre, puisqu'avec des cellules standards, on sait enlever le vieux moteur à piston, et le remplacer par une turbine avec plein d'avantages. Là, tu as parlé d'aérodynamique. Oui. On sait que chaque fois qu'on change l'aérodynamique d'un avion, ça veut dire qu'il faut refaire des essais en vol, que c'est relativement complexe comme démarche. Alors oui, c'est relativement simple techniquement, mais pas du tout administrativement, on va dire, voilà. Mais je dirais quand même les deux. Oui, le STC, il va falloir faire de la conception technique, dessiner des nouvelles pièces, des nouveaux capots. Et puis, effectivement, il va falloir revalider tout ou partie des capacités de vol. Enfin, on va faire un programme d'essai en vol. D'ailleurs, quand ça se passe sur un STC majeur où on va modifier un moteur, où il y a la morphologie de l'avion qui va changer, donc on va avoir des questionnements de stabilité sur route, on va faire une partie des essais en vol qui à l'époque avait été fait par le CEV pour démontrer, ou pas d'ailleurs, parce que par équivalence on peut démontrer qu'il n'y a pas d'influence, donc sortie de vrille, ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on a constaté sur l'ensemble des petits aéronefs type ULM, et on a de la chance que ce soit sur des petits, parce que plus l'avion est gros, enfin, proportionnellement, 20 cm sur un gros avion, c'est moins influent que 20 cm sur un tout petit avion très léger. Donc, on n'a jamais eu de problème de comportement en vol. Donc, on sait que ça va normalement plutôt bien se passer avec des aéronefs plus lourds en utilisant ce même moteur. Mais oui, on va faire une campagne d'essai avant-après, caractériser les différences qu'il y a entre l'avion équipé de la turbine ou pas. Antoine, je suppose qu'il y a des questions quand même. Exactement, donc là c'est plutôt du point de vue des pilotes. Oui. Si l'idée c'est de remplacer sur un Cessna ou sur un DR400 le moteur à piston par une turbine, oui. Les pilotes vont devoir passer une nouvelle QT. Est-ce que du coup c'est la SET, Single Engine Turbine, oui, tout à fait. Est-ce que c'est très compliqué à avoir? Est-ce que ça a été quand même pensé que ce soit assez abordable pour n'importe quel pilote d'aéroclub, que ce soit pas un frein pour... Rassurez-vous, on a pensé à tout avec nos amis de la FFA. Je pose quand même la question. Voilà, le mandat d'ailleurs de la FFA, pour être parfaitement clair, c'est, je pense qu'ils estiment assez bien notre projet technique. C'est pour ça qu'on a décidé de ce partenariat pour tout simplement équiper un avion rétrofité qui appartiendra à la FFA de notre turbine. Il sera mis en exploitation, un peu comme ça a été fait avec le Vélis Electro, voilà, qui était un très beau projet. Le premier avion électrique. Voilà, tout à fait. Eh bien, il y a 3 items. Le mandat de notre travail conjoint avec la FFA va être, oui, de développer un STC, un travail technique sur un aéronef. Mais il y a 2 autres items. Celui-ci,
celui des licences, donc l'Aircrew. Donc on a mandaté, on va les voir ensemble, peut-être même avec la DGAC, on le souhaite, qui nous aidera, je l'espère aussi, aller voir l'EASA pour dire, bah oui, dans un Vélis électro, c'est un moteur électrique. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans un moteur électrique ? Il n'y a pas de piston. Donc on peut quand même piloter un avion électrique avec une SEP, P pour piston. Voilà. Eh bien, on veut suivre un peu la même logique très astucieuse que la FFA avait dépliée. Donc on a un précédent. La FFA nous a ouvert la voie dans ce travail. Donc l'Aircrew, on va aller voir, on se posera la question, est-ce qu'il faudra une SET ? Mais nous, notre turbine, c'est le moteur le plus simple au monde. Un bouton start, un bouton stop, c'est géré par un FADEC et il y a une manette de poussée. Donc ça émule quasiment comme un réacteur, on ne peut pas la casser, enfin elle est extrêmement moderne, c'est extrêmement souple, tout est protégé. Donc oui, peut-être que ça sera une SET simple ou peut-être que ça sera, comme pour un Vélis électro, une variante. Et il y aura la variante turbine simple de la SEP. Et le troisième item, c'est lequel ? Notre moteur, il se destine aux aéroclubs, aux sociétés qui exploitent des avions légers. Donc il faut qu'il soit maintenable. Donc on va aussi s'adresser à la part M, la maintenance, pour que tout mécanicien d'aéroclub puisse entretenir de façon facile, comme un Lycoming, comme un Rotax, une turbine Turbotech en club. Donc c'est les trois grands volets dont on a parlé avec nos amis de la FFA, donc Kevin Dupuche et Jean-Luc Charron, qui sont nos interlocuteurs et pour lesquels d'ailleurs on reviendra plus longuement parler de ce projet, puisque c'est censé être un teasing aujourd'hui, un teasing un peu long, mais voilà. Donc c'est bien ces trois items, l'ESTC, la modification physique de l'avion, l'Aircrew, les licences, voilà, SEP, SET, variante. Et puis, la part M, comment on peut entretenir la turbine Turbotech sans avoir une B3++. Moi, j'ai une part 66. Moi, j'ai commencé mécano aéronautique en atelier. J'ai toujours ma part 66. Par contre, je ne suis apte qu'à entretenir mon Lycoming, mon Continental sur mon Emeraude. Et je n'ai pas une B3 turbine, même si je conçois des turbines non certifiées pour le moment. Donc tout a été vraiment pensé pour qu'il y ait une transition en douceur en cas de rétrofit d'une flotte assez importante dans un aéroclub. La transition, que ce soit pilote, que ce soit maintenance. Tout à fait. C'est un projet global qui vise à rendre ce projet pleinement exploitable et que ça soit une vraie réponse sur plein d'items. Moi, je dis toujours, notre turbine, pour moi, c'est l'outil de réconciliation pour tout le monde. Ça va amener des gains de coûts d'exploitation aux opérateurs. Vous le verrez, nous, on a fait plein d'études avec des sociétés assez grosses, des écoles aux États-Unis, en France. Voler avec une turbine va faire baisser le coût de l'heure de vol d'un DR400, d'un Cessna 72 par rapport à des moteurs concurrents. Beaucoup moins de maintenance, beaucoup plus de fiabilité. On pourra brûler du SAF, alors il est un peu cher, donc on pourra décarboner, mais du diesel ou du Jet A1. Le diesel, il est à 1,60 € à la pompe. Notre moteur brûle entre 25 et 32 litres/heure. Il est 80 kg plus léger qu'un Lycoming. Vous allez rendre un Cessna 72 un vrai 4 places. Il est plus aérodynamique, vous pouvez voler un peu plus vite ou un peu plus loin. Donc tous ces goodies vont être bons, et c'est des très très beaux goodies pour l'opérateur, mais aussi, qu'est-ce qui a stupéfait tout le monde quand on a vu voler les turbines Turbotech ? C'est le silence. On a fait des essais à Valenciennes, on est en essai à Gap. Les gens viennent nous voir pour nous dire, mais comment vous faites voler 3 ou 4 heures un avion électrique ? C'est qu'il n'est pas électrique, c'est que c'est une turbine à échangeur. L'échangeur a le bon goût de réduire énormément la consommation, mais également d'étouffer complètement le bruit de la turbine. Et on a travaillé sur des hélices qui tournent plutôt lentement, multipales, avec nos amis de Duke Hélice, qui sont l'un de nos fournisseurs privilégiés pour les hélices. Et donc, du coup, on a une solution extrêmement vertueuse en termes d'émissions sonores. Voilà, donc ça sera bon pour les opérateurs. On veut redynamiser l'aviation grâce à ce moteur, ça sera moderne, ça donnera une image très très moderne. Le rétrofit, ça sera certainement accompagné d'un rétrofit de l'avionique. On est en train d'interfacer notre moteur avec les suites Dynon, avec les suites Garmin. Donc on pourra imaginer qu'avec une très vieille machine, un moteur moderne, une avionique moderne, un bon coup de peinture, et ça repart pour 50 ans. Voilà. Et pour les riverains, j'espère qu'ils seront contents. On a Alexandre Aéro qui se pose une petite question justement sur le futur déploiement. Vous projetez dans combien de temps ? Donc tu as parlé d'un premier avion qui va être à la disposition de la FFA. Oui. Et ensuite, vous avez un petit peu une idée de quand est-ce que... Oui, on a bâti un calendrier avec la FFA et puis il va être assez calé. On a un RETEX, c'est ce qu'on dit, un retour d'expérience avec le Vélis Electro qui a été un très beau projet, très bien mené justement par les équipes de la FFA. Mettre un avion en vol avec une turbine, nous, je dirais, on sait le faire je vais être quelques mois. Demain, on vous fait voler un DR400 ou un Cessna 112 avec une turbine. Le problème, ça va être plutôt l'administratif.
Qu'est-ce qui nous permet, alors je fais une mini digression pour les passionnés de certification et de texte EASA. Un avion léger, voilà, je suis sûr qu'il y en a plein qui nous regardent. Moi j'aime bien. Et qui disent la CS23. Voilà, dans leur lit. Voilà, nous on en mange un petit peu, on vient du milieu, nous, du CS25, hein, même de la CSE. Moi-même et mon associé Jean-Michel, avec laquelle on a monté la société, on était chez Safran avant, on faisait des gros réacteurs. Donc les gros réacteurs, c'est la CS Engine, et c'est monté sur des avions qui sont CS25, des Airbus, des Boeing. Un avion moins de 5 tonnes 7, c'est CS23, la plupart. Donc la CS23, je pense qu'elle est toujours à l'amendement 5 de l'EASA, et l'EASA qui est très bienveillante, tout comme la DGAC avec le projet Turbotech, vous dit, mais regardez, dans la CS23, vous avez une petite ligne dans l'amendement 5 qui autorise, si votre avion est ELA1, ça fait beaucoup d'acronymes, donc ELA1, c'est un avion de pas plus de 4 places et de moins d'une tonne 2. Voilà, parce qu'il y a plusieurs catégories dans le CS23, de ELA1 à ELA, je ne sais plus combien. Bref, si on est ELA1, eh ben, il y a la petite phrase qui dit « Vous pouvez installer un moteur non certifié dans un avion certifié si le TC, le Type Certificate de l'avion, couvre tout ça. » Alors, Turbotech, eh ben, notre moteur n'est pas certifié, mais le détenteur du TC, du Type Certificate avion, avec nous, va aller porter à l'EASA les means of compliance, enfin tout ce qui permet de certifier l'avion. Nous, on va devoir quand même effectuer 40-50% du boulot de certif d'un moteur. Un moteur est certifié en CS Engine, qu'il soit piston ou turbine. C'est pas tout à fait le même fee, l'EASA. On paye pas pareil pour discuter avec l'EASA sur une turbine et un piston, mais il y a des petites dérogations possibles, bref. Mais donc, pour le coup, on va bien pouvoir couvrir l'installation de ce moteur non certifié sur un avion certifié. Et c'est le travail d'ailleurs qu'on est en train de mener, qu'on avait mené avec les équipes de Robin pour installer une turbine sur un DR400. Robin, le constructeur des DR400. Voilà, des DR400 qui avait été présenté à Frédéric Schaffen. L'avion emblématique des aéroports. Il y en a 3500, je pense, en Europe qui volent encore. Mais ce travail, et là, il va voler très très prochainement. On l'a fait aussi avec Elixir Aircraft. Et on a beaucoup avancé à La Rochelle. On a un avion avec une turbine Turbotech qui avait été développé d'ailleurs en marge du projet Biotifuel, sur lequel on pourra revenir, qui était la turbine Turbotech à hydrogène, qui avait été financée par des subventions du gouvernement, qui a permis de développer plein de techno-hydrogène avec Safran, Air Liquide, et Elixir et Daher. Bref, en marge de ce projet, on a aussi installé une turbine Turbotech standard, diesel ou SAF ou kérosène, puisque notre turbine peut brûler à peu près n'importe quoi, blendée dans le réservoir. Et bien, cette turbine, elle est installée dans un Elixir Aircraft et on va très prochainement le faire voler. Donc, en fait, cette démarche d'installer un moteur non certifié dans un avion certifié en couvrant par le certificat de type avion, on l'a initié depuis déjà 2-3 ans. Et la nouveauté dans cette actualité avec la FA, c'est de dire ce qu'on a fait avec des OEM, avec des fabricants d'avions, eh ben c'est aussi possible avec un STC. Hein. Le TC, c'est le même, Type Certificate de l'avion. Eh ben le S, c'est Supplemental Type Certificate. Donc là, ce qu'on avait initié avec des avionneurs, eh ben on est en train aussi de le faire en rétrofit et avec Icarius, notre partenaire de Gap, sur ces kits pour rétrofiter des avions. C'est très bien, on a encore d'autres questions du chat. On a Franck May qui est très actif. Oui. Donc tu as parlé de la compatibilité avec d'autres carburants. Oui. Et il y a la question de l'éthanol. Est-ce que ça pourrait brûler aussi dans la turbine? Oui, une turbine, par définition, en opération, les chars M1 Abrams américains qui sont équipés de l'AGT 1500 Honeywell, c'est une turbine d'hélicoptère modifiée avec un échangeur thermique. L'une des grandes forces de la turbine, c'est un peu comme les diesels, les vieux diesels Panhard à fioul lourd, c'est qu'on peut y mettre du fioul domestique, du fioul lourd, de diesel, de l'UL 91, tout ce que vous voulez. Nous, le principe de la turbine, c'est que le FADEC, avec 6 sondes, va réguler une EGT. Il a une cible de température et il met assez de carburant, quel que soit le pouvoir calorifique du carburant, pour atteindre cette température. Donc, le rendement, si on parle un peu de physique, le rendement du moteur d'ailleurs est constant. Par contre, sa consommation spécifique, les kilogrammes brûlés par kilowatt produit, va varier en fonction du pouvoir calorifique. Et donc oui, chez Turbotech, on peut, dans un réservoir, sur nos bancs ou dans un avion, mettre du diesel blendé avec de la cendelle et un peu d'éthanol. Le moteur fera la même puissance, il aura la même fiabilité, et par contre, il va consommer proportionnellement au pouvoir calorifique du
blending que vous aurez dans votre réservoir. Mais là, on a essayé tous les SAF, 100% SAF, les SAF automobiles, on a même essayé, les SAF routiers, on a même essayé les fuels domestiques pour essayer, et puis tous les carburants d'aviation, de l'UL91 à l'Avgaz. Et alors moi, j'ai envie de dire, alors à quand une turbine équivalent au PT6, comme on disait tu as une idée pour effectivement après passer le step de... Alors, une turbine, c'est très compliqué. Un avion, c'est compliqué. Une turbine, c'est très, 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 très compliqué. Nous, on bosse sur ce projet depuis 20 ans, quasiment. On dit que la constante de temps du développement d'une turbine dans l'industrie, c'est plutôt une 15 ans. C'est simple sur le papier, une turbine, mais les technologies et les raffinements industriels... oui, vous pouvez faire une turbine dans votre garage. Moi, j'en ai fait une quinzaine, partant de celle en boîte de conserve qui ne marchait pas, jusqu'à une turbine de 80 kg de poussée sur la base d'un turbo de camion, voilà, que j'avais entièrement fait quand j'avais 20 ans. Mais ça, ces turbines-là, c'était du modélisme. Ça tient 50, 100 heures. L'aviation, c'est quoi ? L'aviation, c'est la fiabilité. Créer un moteur qui répondra à des normes et qui sera certifiable. Et ce qu'il faut avoir en tête dans l'industrie aéronautique, c'est la notion de MTBF, Mean Time Between Failure. L'aviation légère, c'est plutôt du 10-7. Si on parle très ouvertement et très directement, le monde considère que la statistique de combien on a le droit de tuer de gens avec l'aviation dans un avion, c'est 10-9 en aviation CS25. En dessous, c'est jugé inacceptable par les autorités mondiales. Et en aviation légère, en CS23, c'est 10-7. Bon, nous, ce qu'on souhaite, c'est justement amener de la fiabilité dans le monde de l'aviation légère, la très belle fiabilité des PT6 qui sont incroyablement plus fiables qu'un Lycoming ou qu'un moteur Rotax. On souhaite amener cette fiabilité et cette performance dans le monde de l'aviation, de la très petite aviation. Mais pour faire ça, il va falloir avoir un process industriel, alors déjà des normes de conception drastiques, et surtout un process industriel maîtrisé en interne chez Turbotech, et puis avec tous nos sous-traitants. Nous venons du monde de Safran, qui est une magnifique société qui réussit à faire les moteurs CFM avec des taux de fiabilité exceptionnels. Tout ça, c'est 50 ans d'évolution de normes depuis que l'OACI a été créée, pour aboutir à des très très hauts niveaux de fiabilité dans l'industrie, en pilotant les processus chez les fournisseurs, la stabilité industrielle, le processus d'essai en vol, le processus de conception. On va dire, on avait une vision un peu holistique avec mon associé Jean-Michel de tout ça, ayant travaillé dans des équipes programmes, donc multi-métiers dans le groupe Safran. On sait ce que c'est qu'un département qualité, on sait ce que c'est qu'un suivi qualité, on sait ce que c'est que qualifier un sous-traitant pour fabriquer une pièce aéronautique. Et tout ça, c'est un très très long process. Il ne faut pas se tromper, même si on a commencé par attaquer le marché de l'ULM, dès le départ, l'ambition de Turbotech a été de devenir un industriel majeur, si ce n'est que notre ambition, c'est peut-être même de devenir le motoriste numéro 1 au monde dans l'aviation générale. C'est vraiment notre ambition, de 100 à 1000 chevaux, effectivement. Donc, il y aura des steps technologiques à faire pour passer de notre turbine de 100 chevaux à une turbine de 1000 chevaux, mais il y a aussi un noyau, on va dire, de l'esprit aéronautique, c'est ce que j'appelle toujours, c'est safety first, et donc il faut bâtir un outil industriel qui permettra de faire des futurs moteurs de 1000 chevaux. Là, on l'a dit, on commence par un moteur de 250 chevaux qu'on va lancer là, plus puissant, qui sera certifié, mais en parallèle de la technique, qu'on saura gérer, il y a tout ce chaînon industriel qu'il faut mettre en place pour bâtir quelque chose de robuste. Et c'est bien notre ADN chez Turbotech. Moi, je dis toujours, on n'est pas forcément des start-upers, on est des industriels. Là, ça y est, la société, elle va produire des moteurs en série, entre 40 et 50 l'année prochaine, qu'on va livrer à des clients, avec un suivi qualité, une supply chain, des process internes qui sont suivis. Donc voilà, c'est notre ADN, comme je disais. Donc tu dis 40 à 50 moteurs produits l'année prochaine, oui. Mais ce sera peut-être plutôt pour les ULM d'abord. Oui, absolument. Ça veut dire que peut-être plutôt 2026 pour les premiers rétrofits d'avions. Enfin voilà, vraiment la disponibilité pour n'importe qui dans son avion, avec son avion. C'est vrai que j'ai pas forcément répondu. De façon, 3-4 ans. Comptons sur 3-4 ans pour avoir quelque chose de pleinement exploitable. L'année prochaine, pour quelque chose qui vole sous permis to fly, c'est vrai que ma réponse a été très longue et j'ai fait une digression, mais rapidement, on va mettre un avion en vol sous permis to fly, mais ça sera pour un pilote d'essai. Et puis ensuite, effectivement, quelque chose d'exploitable en club, pilotable, un peu comme le Vélis Electro,
compteront autour de 3 ans. C'est voilà. Et d'ici 3 ans, vous aurez fait 3 années de production en série pour les C'est ULM, ça, vous voilà, serez monté tout à dans fait. le process, etc. J'espère qu'on sera à peu près 150 à 200 moteurs par an sous 4-5 ans. Donc on aura tout ce retour d'expérience et cette maturation technologique dans le monde de l'ULM. Et ne nous trompons pas, c'est amener beaucoup de fiabilité, on l'espère, dans ce monde de l'ULM. Et puis on aura fait évoluer notre nomenclature moteur pour justement encore plus optimiser cet aspect safety. Et il sera quasiment certifié, notre moteur. Parce qu'en parallèle, d'ailleurs, on est en train de bien attaquer ce projet de certifier complètement le moteur à la sauce CS Engine. Il y a une dernière question avec au sujet de la fiabilité. Qui fait Franck May qui fait la comparaison entre les turbines donc des avions commerciaux, aviation de ligne, qui ont souvent qui supportent moins bien les arrêts redémarrage très fréquents que des petits moteurs à piston. Est-ce que en aéroclub, des avions écoles, ça fait une demi-heure de vol, ça s'arrête, ça redémarre beaucoup plus fréquemment? Est-ce que ça a été pris en compte? Comment est-ce que au niveau de votre turbine, comment est-ce que ça se passe, ces arrêts redémarrage? Alors, très, très pertinent comme question et très bonne question. C'est vrai que des gros moteurs peuvent avoir des problèmes et c'est souvent ces problèmes-là liés à la rigidité. Il y a une telle impact, chaque kilo sur un moteur est tellement important que les motoristes comme les avionneurs en viennent à faire vraiment, on va chercher le milligramme. Donc, les parois sont plus fines, les moteurs sont moins rigides. Et ça, il y a des phénomènes très connus, et c'est le cycle. C'est une turbine, c'est X heures, X cycles, toujours, en termes de durée de vie. Et pourquoi en termes de cycle? Alors, c'est souvent lié à la fatigue. Il y a un mot qui vous permettra de briller dans des cocktails, la fatigue oligocyclique. Donc, combien chaque démarrage arrêt va fatiguer vos rouets de turbine par le fait qu'elles passent de la température ambiante à la température de 1000 degrés, par exemple. Et bien ça fatigue le métal. Donc, il va falloir, via des process de calcul très, très connus depuis les années 40, concevoir pour que le rouet supporte ces démarrages arrêts. Et puis il y a les notions de rigidité moteur. Une petite turbine telle qu'on l'a fait, c'est extrêmement rigide et par rapport à un gros moteur qui va être beaucoup plus souple. Donc on souffre beaucoup moins de ces problématiques d'arrêt-démarrage. Par exemple, sur des gros réacteurs, on doit faire du motoring, c'est-à-dire avant de les arrêter, on doit les ventiler pour répartir la température et justement ne pas les fatiguer en cycle. Mais nous, tout ça, on ne l'a pas. Le rouet de turbine ou de compresseur de notre turbine, il fait 10 cm de diamètre, à comparer au 1,30 m, en gros, d'un moteur. C'est tout petit, c'est très rigide, c'est sur 2 roulements. Les jeux internes sont beaucoup plus grands en proportion par rapport à un gros réacteur. Donc, on est moins sensible à ce genre de choses. Ça n'empêche qu'on a fait des milliers d'heures d'essais au sol, puisque notre crainte là-dessus, c'était l'échangeur. La nouvelle technologie sur notre turbine, on n'a pas parlé de toutes les nouvelles technologies, parce qu'on fait des turbopropres et des turbogénérateurs pour l'aviation hybride. Le turboprop est monté sur des avions, des hélicoptères et des drones militaires. C'était l'échangeur. La nouvelle techno, c'est l'échangeur. On avait beaucoup plus peur en termes de cycle sur cet échangeur. On a vraiment soigner, raffiner son développement. Et le moteur, on a des moteurs qui ont des milliers de cycles. Et en gros, le moteur a été conçu pour faire des vols d'une demi-heure. Oui, on est typiquement une turbine qui va pouvoir voler un quart d'heure, 20 minutes, être stoppée et être redémarrée juste après, avec des marges de GT résiduelles très importantes. Et le FADEC va gérer tout ça. On a vraiment raffiné la régulation moteur. Elle va mesurer la température résiduelle des gaz d'échappement pour adapter le dosage du carburant au démarrage. Ça, c'est des choses qui n'existent même pas sur les dernières grosses turbines. Donc ce FADEC, on l'a vraiment, vraiment soigné pour qu'il soit complètement opérable justement en milieu aéroclub. Et maintenant, on va rentrer dans le concret. Oui. Là, tu étais... partie technologique, maintenant on va passer la partie commerciale. Oui. Parce que donc ça fait quand même 2 ans qu'on voit la turbine sur le VL3 du constructeur JMB Aviation. Absolument, oui. Donc JMB Aviation avait annoncé la livraison des premiers VL3, donc ULM à turbine, pour ce printemps. Aujourd'hui, on parle du printemps prochain. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui fait, à quoi est dû ce retard? Voilà. Alors, ce retard, il est lié, on fait un objet technologique extraordinairement complexe. Ça, c'est un fait. Et donc, pour nous, on s'est mis une règle chez Turbotech. On ne veut pas mettre un produit non mature sur le marché. Comme tout le monde, on n'est pas meilleur que les autres. On a eu des soucis plus ou moins importants. Là, on est sur les queues de comète du développement. On est plus sur l'optimisation de l'expérience pilote.
on souhaite livrer un moteur parfait. Parfait en termes de safety. Ça a été plutôt au début. On a cassé des moteurs, comme tout le monde, il y a 5 ans, parce que la société a fait tourner son premier moteur en 2018. Voilà. Au début, on a eu des gros problèmes internes qu'on a très rapidement résolus. Les moteurs sont devenus très fiables. La turbomachine, le cœur, est extrêmement fiable. On est extrêmement satisfait de cette fiabilité. Ensuite, c'est les équipements qui nous ont embêtés. Voilà, des bugs électroniques, des fadecs. Ça, ensuite, on les a réglés. Puis maintenant, on est sur vraiment les derniers mini-détails qui font que, oui, le démarrage, il faut un peu optimiser ça. Le redémarrage à 20 000 pieds, il est encore un petit peu chaud. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a mis en place une campagne d'essai en vol et on s'est dit, avec tous les fabricants, parce qu'on ne travaille pas qu'avec JMB, d'ailleurs c'est un XL8 turbine qui vole à Gap de Bristol actuellement. On est monté sur plein d'autres aéronefs, Tarragon, Go-Getter, qui est un avion certifié d'ailleurs, slovène. Ouais. Voilà, tous ces gens-là font des campagnes d'essai en vol absolument extensives. On veut être absolument prêt, pas à 100%, on veut être prêt à 200% pour rentrer sur le marché. Safety first. Moralité, on a pris du retard parce qu'on voulait accumuler beaucoup d'heures de vol. La météo, diverses raisons XY, plutôt d'organisation entre nous, parce que c'est compliqué de synchroniser 5 fabricants d'avions avec nous, motoristes, pour gérer des campagnes d'essai en vol. D'ailleurs, notre parti, ça a été que maintenant, les avionneurs s'appuient plutôt sur nous pour les essais en vol. Tout ça, c'était nouveau. Il a fallu un peu prendre nos marques tous ensemble. Et maintenant, c'est plutôt Turbotech qui gère les campagnes d'essais en vol avec des avionneurs qui détachent des avions chez nous. Et nous, on gère entièrement tout ça avec justement cette équipe de pilotes d'essai à Gap. Voilà. Donc, le retard, il s'explique comment ? Il s'explique par, je dirais, par notre volonté de mettre un produit absolument fiable. Chaque avion devra faire 600 heures de vol. C'est beaucoup, 600 heures de vol dans plein de conditions. Satisfaire aussi aux conditions techniques qu'on a coécrit avec la DGAC, nous Turbotech pour l'ULMS. Et je salue les équipes de la DGAC qui ont fait un travail formidable et très rapide en fin de compte pour aboutir à cette ULMS. On doit satisfaire des conditions de certification et on les mène dans ces voilà. D'ailleurs, la sortie de l'ULMS avait un petit peu retardé aussi. On espérait le faire en 6 mois, ça a été fait en 1 an. Donc l'ULMS, on rappelle que c'est une extension de la certification ULM où on repousse à 600 kg les ULM en France. Voilà. Je parle de la France parce qu'en dehors de la France, on est déjà passé largement à 600 kg. Donc nous, on est en dessous. Là, on est passé à 600 kg, mais avec... Pour l'instant, la turbine Turbotech, ça pourra être à terme d'autres motorisations. Voilà. Alors ça, c'était juste une précision de bas de page. Oui. Sur les ULM, la turbine, elle va remplacer un moteur Rotax. En termes de prix et de masse, c'est quoi la différence ? Alors, en termes de masse, si on cartographie, nous, le moteur fait en gros 140 chevaux. C'est la classe. Donc son concurrent direct, c'est le 915. En France, d'ailleurs, on va le brider à 109 chevaux. Voilà. Mais il aura ses 109 chevaux à très haute altitude. En termes de masse, on va être entre un 912 et un 915. Donc plus léger. On est plus léger de 15-18 kg qu'un 915, ce qui nous permet justement d'être dans les clous de cette ULM à 600 kg et d'avoir des machines très très bien équipées. Et en termes de consommation, comme on disait, on va consommer du diesel ou du jet A1 et on est 1 à 2 litres à l'heure de moins qu'un Rotax 915. En gros, on regardait, moi j'ai fait des vols, alors très clairement, on joue un peu les conversations qu'on avait, on va pas monter une turbine sur les ULM 3 axes d'entrée de gamme, c'est plutôt sur des machines de premium, haut de gamme, des VL3, des Bristol, des Tarragon, tous ces Go-Getter, tous ces aéronefs, c'est eux qui vont être équipés d'une turbine. Un Rotax 915, je pense que le prix doit être aux alentours de 53 000 €, si je ne m'abuse. Voilà, nous, on est tout simplement, alors pas complètement 2 fois plus cher, mais nous, l'ordre de grandeur TTC, alors là, je parlais peut-être hors taxe, je ne sais pas, un Rotax 915 TTC, à combien ça sort, mais nous, TTC, la turbine sortira à peu près à 100 000 €, un petit peu plus, voilà. Donc, très clairement, on a 2 marchés qui vont se dessiner. Sur l'ULM, on est plutôt sur le marché du luxe, très clairement. C'est l'achat passion, l'achat d'une machine très performante, qui va aller haut, qui va être très fiable, très très silencieuse, voilà, tout ce que la turbine va amener.
Par contre, ça sera moins pour des ULM, mais sur un aéronef, un avion certifié, la turbine trouvera tout son sens dans la disponibilité, les coûts d'exploitation, les faibles mises en valeur. Mais ce sera le même moteur. C'est exactement le même moteur, voilà, qui sera certifié ou pas et installé sur des avions certifiés du coup. Et soit le TC de l'avion le couvrira, soit d'ici là on sera certifié. Mais ULM, achat passion, très clairement, haut de gamme, avion, je dirais, tous les bienfaits de la turbine en termes de coût et de fiabilité. Alors, avec une turbine qui offre, du moins même, je devrais dire, une motorisation qui offre autant d'avantages, et tu parlais là d'une clientèle plutôt haut de gamme, oui. Moi, je pense tout de suite au Cirrus. Oui. L'avion américain haut de gamme. Là. Alors, avec 140 chevaux, on va pouvoir transitionner aussi sur le marché américain. Alors, 140 chevaux dans un Cirrus, ça risque d'être un petit peu léger. Voilà. On est en train de développer un 250 chevaux qui va s'adresser très clairement aux avions certifiés, aux hélicoptères certifiés, parce qu'on avait même une version, on est monté sur 3 hélicoptères. On a une version spéciale de notre turbine, la TPH. On a 2 grandes familles, le TPA en turboprop, TPH, le même moteur, mais avec un FADEC gouverné sur les RPM rotor, sur le régime du rotor, avec plein de spécificités hélicoptères. Et puis, en marge de ça, on a le turbogénérateur, la centrale électrique volante pour l'aviation hybride, qui se vend très bien aussi. On pourra peut-être en parler un tout petit peu à côté. Alors oui, le marché américain, c'est notre Eldorado. Le marché européen de l'aviation légère, ne nous mentons pas, il peut être jugé moribond. Robin, le fleuron des années 60-70 de notre industrie, ne vend plus beau. J'espère vraiment pour eux que ça va redémarrer, mais très clairement, je pense qu'ils ont été à un moment, ils vendaient plus de 150, 100, une centaine d'avions par an au moins, enfin je n'ai pas les chiffres en tête. Voilà. Combien il se vend d'avions en Europe certifiés c'est Tecnam, Diamond et quelques autres, c'est pas beaucoup. Aux États-Unis, je pense que des Cirrus, ils s'en vendent en tous plus de 500, enfin c'est entre 500 700, enfin même plus, voilà. Et des SR-22, c'est d'ordre de grandeur. Oui, Cirrus est le plus gros vendeur d'avions. Piper, Cessna, c'est en train de monter d'ailleurs dans les chiffres. L'aviation générale se porte bien, il semble, aux États-Unis. Mais très clairement, nous, faire un 250 chevaux qui va s'adresser tout avion américain ou européen certifié, et puis ensuite, très clairement, le moteur suivant, on l'a déjà dans nos cartons, c'est le 350-400 chevaux. Là, on a des contacts avec Cirrus, avec Robinson, on discute. Le 250 chevaux, il va aller sur de l'expérimental et du certifié. Le 400 chevaux, un petit peu d'expérimental, c'est-à-dire du non certifié, mais très clairement, ça sera le moteur peut-être un jour pour un Cirrus. Donc il sera certifié. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire ? J'étais très surpris d'ailleurs quand on a commencé à discuter avec les grands noms de l'aviation américaine. Le sujet numéro 1, c'est la disparition de 100 LL. Je pensais que ça allait être la performance. Alors oui, ils nous disent, écoutez, on a vu ce que vous faites sur le VL3, le XL8, c'est le moteur qu'on appelait de nos rêves, de nos voeux, nous les avionneurs américains. Le diesel, c'est bien, mais c'est lourd, c'est jugé parfois peu fiable. Il y a eu des succès, mais aussi des désillusions avec le diesel. Je n'attaque personne, mais ou je ne juge pas, parce que c'est très compliqué de faire des moteurs et de développer de tels projets. Mais le principal inconvénient, c'est que c'est lourd. Voilà. Et donc, du coup, une motorisation à turbine qui consomme peu et n'importe quoi, ça répondra aux enjeux de performance, mais surtout à la disparition de la 100 LL. Dans certains comtés américains, c'est déjà interdit, la 100 LL. Et nous, on apportera une réponse très très rapide et tangible à cette problématique-là, avec la performance à côté. Et alors, tu parlais donc d'une turbine pour les hélicoptères. Oui. On a 2 constructeurs d'hélicoptères en France, Airbus Hélicoptère et Guimbal. Tout à fait. Et donc, sur le cabri... ça marcherait très bien sur un cabri. Ça marcherait ou ça marche ? Alors, ça marcherait très bien sur un cabri. Voilà, moi je suis pilote avion et hélicoptère. Je fais de la maintenance hélico aussi à côté en loisir. Tu connais Bruno Guimbal ? Je connais très bien Bruno Guimbal. Je le salue et voilà, chaleureusement, puisque c'est Bruno Guimbal qui m'a offert ma première heure d'hélicoptère. Et depuis que je suis tout petit, je voulais faire de l'hélico. C'était trop cher quand j'avais 15 ans. C'était trop cher quand j'avais 20 ans. C'était trop cher quand j'avais 35 ans. Voilà, là j'ai cassé ma tirelire. Bruno Guimbal m'a offert 1 heure de cabri dans un centre de formation. Et voilà, et puis j'ai pété les plombs. Je me suis payé le brevet hélico. Voilà. C'était mon petit plaisir pour me récompenser du travail fait par Dieu. Donc je le connais très bien, oui, mais l'hélicoptère reste une machine d'une complexité
importante et c'est très compliqué d'intégrer un nouveau moteur. Voilà. Donc oui, ça marcherait. Oui, on en a discuté avec Monsieur Guimbal. Il faut que ça soit construit. Je pense qu'il est aussi sur d'autres projets là actuellement de machines. Un jour, peut-être qu'on fera un Cabri G2, je le souhaite, à turbine. Ou G4. Ou peut-être, il faudrait qu'elle soit plus puissante. Moi, j'aimerais beaucoup le faire. Très clairement, il y a plein de gens qui sont en train de développer des kits pour remotoriser des R22 avec nos turbines. Et ça va très très bien marcher, je pense. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup faire un G2, on en a parlé avec Bruno, et peut-être que dans le futur, il y aura ça un jour. Alors Charles Laguettant, qu'est-ce que tu penses de cette société? Ça fait rêver de voir que, effectivement, tu parlais de Bruno Guimbal, moi j'ai bien connu Bruno Guimbal, puisqu'on avait à l'époque acheté les premiers hélicoptères et mis en service le premier Cabri, donc c'était une autre vie. Parce que dans quel cadre? C'était dans le cadre d'une école homologuée, c'était la société XR en fait. On avait acheté les premiers Guimbal et on avait une école de formation pilote privé et hélicoptère, on a fait les premiers hélicos. Moi-même j'ai passé mon brevet d'hélico et d'avion, mais il y a longtemps, quand j'étais encore super passionné. Mais non, je trouve ça moi toujours formidable moi j'ai beaucoup rêvé devant Bruno Guimbal parce que voilà, venant de très beau succès, voilà, c'est quand même c'est industriel. Hein. Lui aussi, il a commencé dans son garage. Oui, tout à fait. Ça a été dur et c'est long et c'est effectivement, tu disais, c'est des cycles quand même très 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 longs. Là, c'était un hélico complet, donc c'est pas que la partie moteur, mais effectivement, ça fait rêver de voir qu'on peut encore créer, développer, mais si tu me permets juste un petit parallèle, parce que j'y pensais, alors non pas sur la construction et autres, mais dans nos métiers qu'on fait, nous, effectivement, je vous les ai un petit peu détaillés, mais par exemple, on parlait des rapatriements sanitaires. Je reviens dessus parce que c'était vachement intéressant et c'est très peu connu du grand public. Quand on fait les rapatriements sanitaires, notamment des rapatriements que fait un de nos membres, Airlec, c'est l'avion, le pilote et l'équipe médicale qui est employée par la compagnie. Et donc, c'est des gens qui sont médicalisés par les médecins de la société. Et ils ont développé des choses extraordinaires. Par exemple, je crois que c'était une première mondiale, c'était de pouvoir faire une circulation extracorporelle en vol. C'est-à-dire qu'ils ont acheté leur propre machine, je crois que ça s'appelle une ECMO, et en vol, quand le patient se dégrade et qu'il faut faire une circulation extracorporelle, il branche en plein vol, le médecin branche la machine, c'est pas que brancher la machine, c'est surtout brancher le corps. Et voilà, et ça c'est pareil, c'est pas de la construction, mais c'est aussi des applications assez impressionnantes que l'on fait aujourd'hui et qui font rêver. Et il y a encore probablement plein d'autres choses qu'on peut faire très intéressantes. Voilà. Le chat avait une dernière question, en tout cas une question au sujet de votre montée en puissance. Donc actuellement vous êtes à Toussul-Noble, et donc il y a deux questions qui se rejoignent. C'est déjà, est-ce qu'actuellement tout est usiné et fondu, toutes les pièces des moteurs Turbotech sont faites à Toussul-Noble, et à terme, est-ce que les 150 moteurs, vous allez pouvoir tout faire sur place, ou est-ce que vous allez devoir ouvrir d'autres usines ailleurs? Alors, parlons business model, comme on dit au PMU du coin. Voilà. Alors, le business model de Turbotech, quel est-il, Nous, l'usinage, justement, on ne le fait pas. Il y a des gens qui font ça très bien, et je vais revenir justement sur ce qu'on appelle la supply chain de Turbotech, qui est un élément clé sur plein de choses. Le ramp-up industriel, c'est-à-dire la montée en cadence potentielle, et surtout l'aspect sécuritaire. Donc, le business model de Turbotech, c'est on part d'une feuille blanche chez Turbotech, et on a tout en bon français, ce qu'on appelle le know-how, c'est-à-dire on sait dessiner une turbine. Et pas qu'une turbine, entre guillemets, comme on disait, de modélisme, une turbine qui va faire 3 à 4 000 heures entre TBO, entre grandes révisions, avec tous les raffinements technologiques, le micron, les règles de conception, qui font qu'une turbine, c'est une cathédrale extrêmement complexe de technologie, avec des traitements thermiques, des usinages, voilà. Ça, on sait le faire. On va sortir donc des plans de définition de notre bureau d'études. On a un très bon bureau d'études, donc qui est managé par une personne qui est très compétente, donc Guillaume Mallet, que je cite, qui était l'un d'ailleurs de nos premiers employés, qui a fait son stage sorti de Polytechnique chez nous, qui ne nous a plus jamais quittés, et j'espère, on nous dit souvent qu'il ne souhaite pas quitter Turbotech pour rien au monde, puisque chez nous, un ingénieur, il va dessiner une pièce, mais l'après-midi, il va aller pousser le moteur à fond, tout en allant faire de l'hydrogène, voilà, donc c'est extrêmement varié, et je vous regarde tous, on embauche chez Turbotech, n'hésitez pas, on embauche d'ailleurs monteur comme ingénieur, voilà. Je referme la parenthèse. C'est dit. Et voilà, et on est bien à Toussus, et il y a une très bonne ambiance chez nous. Et le patron est pas trop embêtant. Donc oui, chez Turbotech, on va savoir concevoir entièrement un moteur. Ensuite, ces plans, on va l'envoyer à une Noria. On a 60 sous-traitants. Mais on les a très très bien choisis. Ce sont que des grands noms de l'usinage.
Une chambre de combustion qui est faite en tôle d'Astoloy X, qui est le métal dont toutes les chambres de combustion de quasiment toutes les turbines sont faites. Il n'y en a pas 36 en France, il y a 2-3 sous-traitants aéronautiques qui sont les mêmes que pour un Safran Helicopter Engine. Donc voilà, donc nos chaudronniers sont les mêmes que pour le groupe Safran. Nos usineurs qui usinent notre compresseur en titane sont les mêmes que Airbus ou un Safran. On s'est entouré de gens qui ont la capacité technique d'usiner des pièces aéronautiques et aussi qui, le moment venu quand on sera certifié, parce que pour certifier un moteur, il faut certifier l'engin, le moteur par lui-même, mais il faut certifier la société. Avoir un Part 21G, un Part 21J, un agrément de conception et de production, POA et DOA, pour les passionnés de réglementation, ça se construit. Donc on va s'appuyer sur ces sous-traitants qui usinent les pièces pour nous et qui ont aussi, c'est des très grosses sociétés qui sont bien plus grosses que nous, c'est des ETI ou des PME qui sont entre 100 et 1000 personnes. Et ensuite, les moteurs, on va les assembler, oui, à tout su. Donc là, on a une chaîne de production qui est très, très vraiment state of the art avec tout. Vous verrez, c'est un mini Safran Villaroche qu'on a reproduit à tout su dans nos 1000 m², mais avec une rigueur d'assemblage, une traçabilité, les opérateurs signent toutes les opérations. Et ensuite, on a des bancs d'essai et on va, après 4 ou 5 heures de recettes moteurs, livrer les moteurs turbopropres ou turbogénérateurs à nos clients. Donc en gros, on conçoit, on fait usiner les pièces par des grands noms de l'aéronautique d'usinage, on assemble à tout su, et là, on a fait un très beau centre qui nous permet de voir venir pendant les 4-5 prochaines années, sans problème. Après, ADP, avec qui on s'entend très très bien, a des solutions à nous proposer, certainement à tout su. Et puis ensuite, on essaie les moteurs. Donc voilà, le modèle économique de Turbotech. Et puis quand il faudra produire 800 turbines par an pour Cyrus, oui. Il faudra être pas trop loin de Cyrus. Bah peut-être, oui, certainement. Ça c'est une question, bien évidemment, qui se posera un jour. On aura certainement un turbotech.inc aux États-Unis. Donc merci Antoine pour avoir veillé sur le chat. Merci à tous les deux. Donc j'espère que les sénateurs vont entendre les doléances des professionnels de l'aviation d'affaires. Qui ne vont pas casser un bel outil de travail. Un bel outil de travail fragile. Très fragile. Et puis, merci Damien. Et alors, Damien, quand on a préparé cette émission, tu nous as invités à venir essayer les avions à turbine à gap. Donc, dès qu'on a coupé, là, on prend rendez-vous, d'accord ? Pas de souci, avec plaisir. Voilà. Merci à Joris d'avoir réalisé cette émission. Merci à également Fred, l'homme du vendredi soir, d'avoir fait le déplacement jusqu'à l'Aéroclub de France. Et puis donc, nous, on vous donne rendez-vous. Tiens, justement, vous avez une émission jeudi. Jeudi soir, où on va tester le nouveau Flight Simulator en live. Donc venez nombreux pour découvrir ce nouvel bel outil de simulation. Et puis donc le lendemain, vendredi soir, donc c'est Fred qui est en coulisses ici, qui va faire son lâcher solo sur un thème aquatique sans doute. Voilà. Bon, ciao à tous et merci puis à à merci. bientôt. Merci de votre invitation.